Apéro spécial folie en NBA. Oui, d'ailleurs, peut-être plus. Il y a du comme ça. Hein. Il y a du comme ça, mais il y a pas mal de comme ça, mine de rien. Hein. Il y a de tout là. Il y a de Waouh. tout. Il y a de Waouh. tout. Il y a de tout. Il y a de tout. On s'installe tranquillou. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, Ouais. ça va, mi-fig, mi-health and safety protocol, quoi, on va dire. C'est Hein. ça. Mi-figue, Voilà. mi-Covid, comme on dit. Voilà, c'est ça. Plein de choses à devoir discuter, mais oui, globalement, j'imagine que toi ça va, et on va en discuter évidemment de l'affaire Chris Paul. On espère que vous ça va bien, évidemment. Sur les 24 dernières heures, ça a été complètement dingue. Je me souviens à peine de comment était la NBA il y a 2 jours. Hein? Je savais Oh pas là. trop. Bah, c'était un peu n'importe Ah, quoi. tout oublié. Comme tu l'as dit, Ouais. on savait pas si Michael Jordan allait annoncer son retour chez les Hornets. On ne savait pas non plus si Ben Simmons allait Franchement, rentrer des lancers avec francs. la Melo Ball, ça peut faire une doublette derrière, ça. Ça peut marcher dans le backcourt, faudra voir avec Devonte Graham. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a plein de sujets, que Léon vous a mis plein de visuels ici partout. On va faire une grosse salade, une grosse piscine, la bonne grosse salade estivale un peu fraîche, parce qu'on sait qu'en ce moment il fait bien chaud un peu partout. Alex, j'ai même pas envie de perdre de temps. On va tout de suite démarrer pied au plancher, parce qu'on a Dans le plein de vif thèmes. du sujet. Ouais. Je demande la pelleteuse, le ciment, les bricasses. Victoire des Hawks à Philadelphie après avoir été menés de 26 points et notamment de 24 points à 14 minutes de la fin du match. Les Hawks mènent 3-2 et seront de retour à Atlanta pour le Game 6 ce vendredi soir à la State Farm Arena. Complètement dingo. Complètement dingo. Complètement dingo. Et puis bon, on va pas tourner autour du pot 107 ans. Franchement, j'adore tes pigeons. Ils ont grave bien joué. Attends, Ils sont- non, respect, Ils sont respect. culottés. Alors, Ils, pas ils sont pigeons. culottés. Sur pas cette pigeons. vidéo, pas pigeon. Aiglon. Tout à fait. Les faucons. Aiglon, c'est bien Aiglon. Les faucons. Voilà, faucon. Non mais je veux dire par là, genre ils ont grave bien joué, ils ont fait parler le talent. Trae Young, il a eu beaucoup de sang-froid, ils ont su. Voilà, j'ai bien aimé aussi le bon gros match de John Collins qui a été au combat aussi, comme un bon soldat et tout ça, j'aime bien. Et évidemment, les tirs de nos amis Lou Will et nos amis Gallinari, Ah, qui bah, ça. voilà. Alors eux, hein, quand ils sont pas bons, ils sont pas bons. Mais alors quand ils sont bons, Quand ils sont bons, ça qu'est-ce vaut qu'ils le- sont bons, ça vaut le qu'est-ce qu'ils salaire. sont bons. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais quand même. Mais quel choke Ah, mais quel de la choke. part des Sixers. Je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas envie de parler que de choke. Moi, ce matin, donc j'ai pas vu le match en direct, ce matin je vois le score, je vois, oh, bien joué les Hawks. Et après j'arrive sur Twitter, je vois tout le monde qui parle de choke, de machin, je dis putain merde. Du coup, j'avais pas le temps, donc je me suis regardé le résumé de 10 minutes, Le et replay, ce midi, je me suis fait le match en entier. Mhm. Ah non, mais c'est Et incroyable. pour essayer de comprendre en fait ce qui Bah. s'est passé. C'était complètement dingue. Et j'avoue que plus le match avançait, plus ils étaient là dans le troisième quart avec encore 20 points d'avance dans le 24, troisième quart. 24, J'étais là genre, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment tu perds? Et c'est un choc, mais en fait c'est un... Bon, alors évidemment, on est entre guillemets que dans un match 5, on est entre guillemets que en demi-finale de conférence, tout ça, donc Mais c'est c'est peut-être énorme. un choc qui va être moins retentissant que d'autres, mais en fait, quand tu le regardes et que tu le dissèques un peu, mais c'est un choc, mais c'est un des chocs les plus moches que j'ai vus Bah, c'est- sur un match. C'est sûr. waouh. C'était un des plus gros chocs de ces 25 dernières années. Pour ceux qui l'ont vu, dans l'histoire de la NBA, on n'avait pas vu ce type d'écart avec une défaite au bout. Hein. C'est-à-dire qu'on avait À Philly, domicile. on a Philly qui est vraiment devant son public, qui en première mi-temps gère. Gros Joel Embiid, comme attendu, gros 16 Curry. On le voit en train de rouler sur Atlanta. c'est Steph Curry. 16 Curry. Ah bon? Ouais, mais hier soir, c'est vrai qu'il y avait doute. Il dis était donc, complètement hier soir, dingo. franchement, Bien sûr, bah, c'est un match à 70 points quasi de Embiid et de Curry où c'est complètement dingue. On sent que. Mais c'est que pas vraiment- quasi, hein, c'est Ouais, 73 c'est à 2. ça. Tu as Philly qui domine la rencontre et moi j'avoue j'étais en direct, on avait fait déjà un aller café avec pas mal de monde à minuit et ensuite on avait regardé le match en direct et tu avais le sentiment, et je crois que même je l'avais tweeté pendant le match, que Atlanta au Game 4 était revenu de 18 points d'écart. Il n'existait aucun scénario dans lequel il pouvait y avoir à nouveau un comeback permis par les Sixers, un nouveau comeback géré par Atlanta, cette fois en déplacement, cette fois à Philadelphie, cette fois avec les CM de Philly qui disent dis donc c'est comme ça la fatigue, avec Joel Embiid qui sort les célébrations. Comme tu le disais, c'était... On est obligé de commencer par parler de ce choc de Philadelphie parce que on a envie de pointer certains gars du doigt. Il y a Tobias Harris qui a fait n'importe quoi.
Ça, je pense qu'on peut le dire. Il y a Ben Simmons qui a raté 10 lancers francs, qui est devenu au passage le premier guard de l'histoire, parce qu'il est quand même étiqueté guard, à louper 10 lancers francs dans un match. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas allées du côté de Philadelphie, mais collectivement, ça a été une chute, mais mémorable. Moi aussi, pareil, j'ai rarement vu un truc pareil. Bah, disons que le run des Hawks de 14-0 à partir de à peu près 4:30 en à peu près un peu plus de 4 minutes sur les presque 4 dernières minutes, d'accord ? Ouais. Ce run là. C'est vrai que c'est un run magnifique des Hawks, ils s'appliquent et eux ils sont clutch et tout, mais ce qu'il faut pas oublier de dire, c'est que pendant plus de 4 minutes sur les 4 dernières minutes d'un Game 5 à la maison, les Sixers n'ont pas mis un point. Pas un panier. Bah d'ailleurs, il n'y a que Curry et Embiid qui ont mis un shoot en deuxième mi-temps. C'est pas une expression, hein. C'est une vraie stat. Mais c'est terrible. C'est de la folie furieuse. C'est qu'est-ce qui se bien passe sûr. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des mecs? Parce que là, ça va au-delà des histoires de fatigue ou de limitation technique de Ben Simmons, effectivement, qui ne plie pas les genoux. Il accompagne pas son shoot. Enfin, lui aussi, à un moment, moi je l'adore, hein, mais à un moment donné, il va falloir qu'il travaille son shoot. Parce que sinon, il va être 4e option, puis il devra fermer sa gueule. Parce que franchement, ouvrir autant sa bouche, parce qu'il l'ouvre quand même pas mal, Ben Simmons, mine de rien. Oui, il est confiant. Oui, ceci, cela, il est confiant et tout. Ah non, c'est chaud. C'est chaud. Il y a un moment où ta marge de progression en tant que joueur NBA, pour un mec comme Ben Simmons, il n'est pas le seul, hein, mais pour un mec comme lui, elle passe aussi par améliorer ta finition. Bien sûr. Les Sixers au global, parce que c'est souvent le jeu de la chasse à la sorcière, on aime bien pointer un gars du doigt. Il y a Ben Simmons qui a loupé ses lancers. Il y a Tobias Harris qui a été incapable de scorer. On a Joel Embiid qui loupe 2 lancers complètement, enfin je veux dire immanquable à ce moment de la partie, à quelques secondes de la fin où il fait 0 sur 2 alors qu'il venait de rentrer 20 lancers francs consécutifs sur la série, si je dis pas de bêtises. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que c'est une chute collective, c'est-à-dire qu'on met souvent l'accent, et c'est normal parce que ça passe par là d'être les leaders, c'est-à-dire du côté de Embiid, Harris et Simmons, mais moi là où j'étais complètement aussi halluciné à ce moment précis du match, parce que on n'en parle pas assez et tu l'as un petit peu souligné, c'est quand il y a 24 points d'avance à la fin du 3e quart-temps et que les minutes encore, et on en avait parlé dans la preview, les minutes encore désastreuses de Dwight Howard, de Shake Milton, de ce second unit de Philadelphie. Dwight Howard s'est fait rouler dessus par Onyeka Okongwu. Lou Williams s'est baladé dans la défense de Philadelphie. Ce run, avant le finish, ce run qui permet de passer de 24 points, 25 points d'écart à 14, il est tout aussi fondamental parce que c'est ce qui a donné de l'énergie et de la confiance aux Hawks et ce qui a commencé à placer le doute dans la tête des Sixers. Mais c'est ça. Et quand bien même ce run est important, il y a encore 14 points d'avance. C'est ça, ouais, 14. C'est des favoris les Sixers ou c'est des flippettes? Parce que là, franchement, c'est chaud. Et pour en revenir juste à Ben Simmons, moi ce qui m'a beaucoup choqué sur ce match, parce que les Hawks sont peut-être pas une équipe défensive pure, mais c'est quand même une équipe qui défend intelligemment, et intelligemment surtout. Et notamment, là, au-delà des lancers de Ben Simmons et de son incapacité à mettre un shoot, parce que putain, c'est de l'incapacité à ce niveau-là, quoi, tu vois. Il a dit, c'est mental. Hein. C'est chaud. Ouais. Du coup, le pire pour Ben Simmons, c'est à peine son incapacité à mettre des lancers, c'est que en fait, en phase arrêtée, sur demi-terrain, quand il n'a pas d'élan et qu'il est en post-up ou en face-up, et puis il sert à rien. Il ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de le défendre en fait. Tu peux avoir. Fou. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est flippant, c'est que la phrase Ben Simmons. Ils peuvent mettre triangle sur lui s'ils veulent. C'est ça. La phrase Ben Simmons est un All-Star et parfois les Sixers attaquent à 4 contre 5. Elle est terrible parce que tu as l'impression parfois que Philly joue avec un meneur qui va remonter la balle, va donner dribble end-off, donne la balle à un garçon, pose ensuite un écran, rôde en ligne de fond pour essayer de provoquer des rebonds offensifs parce qu'il y a des matchs où ça a été hyper important pour les Sixers, mais cet impact qu'on avait vu tous les deux, et comme je pense beaucoup de gens, de Ben Simmons sur les débuts de match, sur les débuts de série, contre Washington, même dans le début de série contre Atlanta, on ne l'a pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pénétration, qu'est-ce qu'il va faire? C'est du rebond offensif, c'est quelques écrans, certaine intelligence de jeu évidemment, mais on ne peut même pas compter d'ailleurs sur une mixtape défensive comme il est capable de le faire. C'est-à-dire que ça, comme tu le disais, ça a aussi beaucoup parlé. Bon, l'impact défensif réel de Ben Simmons sur cette série, il n'est pas aussi déterminant que... C'est pas minable, mais c'est pas très déterminant. C'est pas minable, mais c'est pas celui d'un mec qui parle comme il parle. Voilà, exactement. Et puis, je te dis, et là, on en arrive gentiment à notre ami Doc Rivers, obligatoirement. Parce que, dis donc... moi, je me régale. À Ben Simmons, on peut critiquer, et il y a des choses, mais par contre, Doc Rivers, genre...
tu as le droit aussi de peut-être faire quelques choix tactiques à des bons moments et de faire en sorte que justement un talent et des qualités comme celle qu'a Ben Simmons, parce qu'il a des qualités, là on fait que de le critiquer, mais on sait qu'il a des qualités. Mais quand tu vois que le coach adverse il met à jour les défauts incroyables de ce qui est censé être ton deuxième meilleur joueur cette saison, bah peut-être tu as le droit de réagir. Peut-être aussi que quand les Hawks mettent 2-0, 4-0, 5-0, 8-0, run, paf, peut-être qu'il y a un petit temps mort à prendre et peut-être qu'il y a autre chose à faire que de dire allez on y va et tout. Peut-être qu'il y a genre à faire genre tranquille les gars, vous savez quoi, sur la sortie de temps mort, voilà ce qui va se passer. Ce qui serait bien c'est que Tobias Harris en fait il se mette un peu en route parce qu'on va avoir besoin de ses tirs. Mais il n'y a rien aussi pour Tobias Harris. Tobias Harris quand il est bon, souvent c'est parce qu'il est bon naturellement et il crée bien derrière les écrans et puis il rentre ses tirs. Ouais, mais en fait quand il est pas bon, mais il a un coach qui n'arrive pas à l'aider, tu vois. Et là, vraiment, je trouve que Macmillan, vraiment, et je m'attendais pas à ce que Macmillan, mais vraiment, là, regarde bien, il a pris Doc Rivers comme ça, il a fait, tiens, regarde, hop, mets-toi là. Pour le moment. Hop, tu bouges pas. Pas bouger. Et pour le moment. D'accord, mais c'est pour le moment au bout de 5 matchs. Je veux dire, là, il a déjà gagné sa série, Macmillan. Il y a 3-2, il a le Game 6 à la maison pour finir éventuellement. Pour le moment, il la domine. Et c'est justement ce dont on parlait dans la preview. Moi, je mettais l'accent sur Doc Rivers parce qu'il est censé dominer cette série. Que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'ajustement de sa part. Moi, quelque chose qui m'a semblé notamment très flagrant pour continuer dans ce que tu disais là, parce qu'on en venait à Doc Rivers et Nate McMillan, c'est que il y a un truc, moi, qui m'a énormément marqué et qui, pareil, est assez anecdotique sur cette rencontre, mais pourtant, Dieu sait si elle montre la différence de coaching entre ces deux équipes. C'est qu'on a un mec qui fait son plus mauvais match de la série des playoffs, c'est Bogdan Bogdanovic. Le mec, il loupe ses shoots. Il est pas bon au scoring. Il prend des décisions qui sont pas bonnes. Il prend 5 fautes. Clairement, il n'est pas dedans. Il défend pas ouf. Il défend pas fou, il prend des fautes un peu stupides sur ses scuries, etc. Il sort en fin de troisième quart-temps. Si on est sur des coachs, comme on a parlé avec les Mike Budenholzer ou les Doc Rivers, etc., qui sont vraiment bornés sur leur rotation, on est d'accord, Bogdanovic serait revenu dans le quatrième quart-temps. Il serait revenu, il aurait repris le jeu, et peut-être que ça aurait pas justement continué le run. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on a un Macmillan qui voit comment ça déroule avec Lou Williams, qui dit attends. On va continuer avec Lou Will, on va garder Bogdanovic sur le banc. Il a passé tout le quatrième quart-temps en t-shirt à applaudir les copains, alors que du côté de Doc Rivers, c'était vraiment j'ai un papier, j'essaie d'exécuter, je comprends pas, quand j'appuie sur le bouton, ça ne marche pas, faudrait peut-être changer l'ampoule, et il ne sait pas comment changer l'ampoule en cours de match. Et donc on se retrouve dans un match encore où il se fait, Doc Rivers, totalement out-coaché. Coutumier du fait, il se fait out-coacher et il se fait encore... Combien de comebacks il va subir dans sa carrière, l'autre Doc Rivers là ? C'est un spécialiste. C'est un moment, il se remet en question ou c'est comment en fait ? Alors vraiment, moi, comme il très, dit, très choqué moi. Très choqué. Ah mais bien sûr. Et comme il l'a dit en sortie de match, alors Joel Embiid ne s'est pas exprimé auprès des médias, ça c'est un choix. Je sais que Shaq notamment et Charles Barkley et Kenny en parlaient dans Inside the TNT parce que c'était les premiers à dire quand même en sortie de défaite ce serait bien de parler à la presse plutôt que de se cacher. Ça, le leadership de Joel, bref ça va tomber un jour. Ce que j'entends évidemment, mais Doc Rivers en tout cas dans les propos pour ceux qui l'ont pas vu a dit on sera de retour ici pour le Game 7. J'aime bien les paroles. J'aime bien affirmer, mais c'est un petit peu dire vas-y Joël, vas-y Tobias et Ben Simmons, allez-y essayez de dominer la série. Mais pour le moment, Atlanta est à une victoire d'aller en finale de conférence. Un plan. Ah bah ouais, moi aussi j'espère, parce que là, Atlanta, très clairement, moi je t'avoue que, et on va y venir, je vais te poser la question sur le Game 6, l'avenir. Très clairement, je ne m'y attendais pas. On en avait parlé là sur la prévue de ce match. Moi non plus. Pour moi, celui-là, il était Sixers. Et surtout quand tu vois la physionomie, à partir du moment où il mène autant. Bien sûr. Ça doit être fini, quoi. Autant Atlanta est une équipe combative qui a montré qu'elle pouvait revenir dans les quatrièmes quart-temps, ce qui n'était pas le cas avec Lloyd Pierce. Les Sixers, tu les mènes de 25. Non, bien sûr. Normalement, si tu mènes, tu dois finir. Il vient d'y avoir le comeback du Game 4, 18 points de retard, tu gagnes. Il vient d'y avoir le comeback du Game 5, 26 points de retard et tu gagnes. Le Game 6 est ce vendredi, Alex. Est-ce qu'on est dans une situation où Atlanta finit les Sixers à domicile après avoir été mené 2-1 dans la série et égalé 3-2 et moins 18, moins 26. Et moins 18, moins 26. Mais tu sais que le pire, c'est que les Sixers, là, il a beau causer, Doc Rivers. Ils sont pas à l'abri de... Tu vois, Bogdanovic vient de faire un match de merde. Ils sont pas à l'abri de ce que tu sais. Hein. Ils sont pas à l'abri d'un Bogdanovic qui prend un peu feu en début de match parce qu'il va être titulaire, parce que Nate McMillan, il va lui dire je te remets titulaire, t'inquiète, confiance. Et Gallinari et Trae Young et machin, ils vont tous lui donner la confiance.
ils sont pas à l'abri d'un Capella qui fait un meilleur match, parce qu'en plus les Hawks, Capella là, c'est pas son meilleur celui-là. Bon, après attention, oui, en même temps, ça peut arriver à des gens bien de se faire rouler par Joel comme ça. Tout à fait. On est d'accord. Mais t'es pas à l'abri. En fait, c'est là tout le problème des Sixers, c'est que là ils se mettent dans une zone de danger de ouf. En fait. Tout à fait. C'est-à-dire que là vraiment, un début de match de Bogdanovic un peu sale, avec Trae Young qui du coup n'a pas besoin de forcer comme il sait très bien le faire et laisser venir le jeu à lui et être bien frais OP en deuxième mi-temps quand ça va être chaud. Ils sont pas à l'abri de ça, les Sixers. Bien sûr. Ils sont dans la merde. Voilà. Et ils sont pas à l'abri aussi. Ils s'y sont mis eux-mêmes. Tout à fait. Ils sont pas à l'abri aussi de leur propre côté que en fait Steph Curry redevient Seth Curry. Et donc le match à 34 points que tu as de Seth Curry que tu n'as pas pu transformer en victoire, il redevient un match de Seth Curry où en fait il a 15-16 points et t'as pas le même apport. Donc après tu peux t'attendre à mieux de la part de Tobias et d'autres garçons. Mais là c'était le 16 game là celui-là. Tu mènes de 26, Joel Embiid a mis 37 points et t'as perdu. Non, c'est honteux. Alors évidemment, avant de faire transition, parce qu'on a plein d'autres sujets, on a beaucoup parlé du choke des Sixers, on a dit aussi que c'était bien du côté de Nate McMillan et d'Atlanta. Moi, j'étais en hélicobite total parce que Lou Williams, complètement dingo, ancien de Philadelphie. Quatrième quart. Incroyable, 13 points. Et il tient les Hawks dans le match. C'est ça, il les maintient, c'est lui qui allume la mèche. Encore une fois, tellement discret, mais tellement bon Onyeka Okongwu qui est en train de montrer au fur et à mesure son entrée en NBA. Il est en train de montrer que les minutes défensives, Dwight Howard, tu vois ton stylo, tu peux le remettre dans la poche parce que les minutes Okongwu versus Dwight Howard, elles étaient clairement pour le rookie. Il y a vraiment des garçons du côté d'Atlanta qui ont fait le boulot. Tu disais John Collins à l'instant. Rotations. Moi j'ai beaucoup aimé le match de John Collins. Pareil, les rotations aussi défensives ont été meilleures alors qu'ils avaient laissé Joel Embiid un petit peu se balader en première mi-temps. Non, c'est vraiment de l'ajustement in-game où Macmillan a montré qu'en fait c'est bon, vous pouvez enlever l'étiquette d'intérimaire, c'est le coach de cette équipe, ils le suivent tous et ils se disent on peut battre les Sixers. Bien sûr, et puis ils y sont. Puis les Hawks, ils sont en train de se dire attends, les Nets ils sont décimés, les Bucks ils ont perdu leur basket. Là. On a dit Suns Hawks en finale NBA. En finale NBA. Ouais. On va en parler aussi des Suns parce que le chemin est encore long, si tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, long et covidé. Bien sûr, long et très covidé. Pour finir, et évidemment, j'attends les gens dans les commentaires sur cette première section spéciale Ben Simmons, Sixers, Hawks, etc. Alex, Atlanta finit vendredi ou on a un Game 7 dimanche? Non, Game 7, j'y crois. Pareil. J'y crois parce que en fait je peux pas croire Simmons peut pas tellement être moins bon, Tobias Harris ne peut pas être moins bon, enfin c'est pas possible. Joel peut recommencer, bien sûr. Alors oui, Seth Curry par contre je pense pas qu'il va remettre 36 points, enfin voilà. Et j'ose espérer quand même que si les Sixers arrivent à mettre la pression défensive qu'ils sont capables de mettre et prennent un peu d'avance, ce coup-ci qu'ils gardent leur avance. Donc oui, pareil. Je dirais bien Game 7. Ouais. Ça existe cette physionomie. Vu la physionomie, ouais. On est sur une potentielle physionomie à la Clippers, Mavs. Hein. Ils sont en danger. Hein. Bien sûr. C'est le Clippers Mavs du premier tour où ils sont menés 3-2 les Clippers et ont finalement réussi à forcer un Game 7. Faudra faire le taf et il faudra donc avoir une sorte aussi de Kawhi Game 6 comme ce qu'on a vu au premier tour. Je te suis sur le pronostic. Évidemment, le match serait dimanche soir. On vous tiendra au courant s'il y a un Game 7. Le cas échéant, comme on dit. Exactement. On enchaîne ? Ouais, vas-y. Les playoffs continuent. De l'autre côté, à l'ouest, on a eu aussi quelque chose d'assez incroyable et d'imprévisible. On en avait parlé dans la preview, notamment sur Les Cafés, et je pense que Alex, on en avait parlé en off tous les deux. Les Clippers apprennent, terrible nouvelle, que Kawhi Leonard est touché au ligament croisé, en attendant de savoir vraiment le détail de cette blessure. Se déplace à Utah à 2-2, sachant que tu ne peux pas compter sur Kawhi, et il l'emporte à Salt Lake City de manière assez belle, quand même, il faut le dire. Gros effort de groupe de Tyronn Lue et des Clippers, c'est vraiment une win signature pour eux. Alors, du très très gros Paul George, hein. Parce que bon, on lui en a suffisamment mis plein la gueule pour quand il nous sort un match comme ça là, à la LeBron, je dis à la LeBron, mais j'aurais pu dire à la KD, à la ce que vous voulez, hein, à la Kawhi. Mais c'est un gros match de monstre, ça. Ah, mais qui nous sort Paul George hier. C'est un match de Paul George ici, hein. Ouais. Ou un match de monstre, monstre. Un match où, quand tu le regardes, tu fais ok, donc alors attends, donc l'autre, il a un Donovan Mitchell dans chaque orteil, et voilà, enfin tu vois, genre. On va parler après des orteils de Donovan Mitchell. Ouais. Mais de la tête et des épaules, il a dominé ce game en termes de domination individuelle, de talent, de les gros shoots, de montrer l'exemple. Ouais. Il est venu beaucoup se battre au rebond. Il est allé chercher des lancers. Enfin, t'as vraiment la sensation que Paul George a dit, vous savez quoi ? Je vais faire mon match et suite Kawhi.
Tu vois ce que je veux dire? Genre Ouais. un peu, genre voilà. Non, bien sûr, Non, mais c'était la mission, évidemment, c'est saucé, mais évidemment, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que le challenge était énorme, parce que quand tu abordes ce genre de match, il y avait, comme tu le disais, beaucoup de « oh putain, playoff P, pandemic P, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais quand tu regardes le match, bah ouais, tu te dis, en fait, c'est ce Paul George que les Clippers ont signé et ont voulu en faire, notamment le combo avec Kawhi Leonard, c'est-à-dire une superstar qui, face à la pression, n'a pas de choc. Et donc, à Utah, peu de joueurs font le match qu'il a fait là. C'est vraiment un match de très très grande classe, des deux côtés du terrain, le N1 qui va crucifier Royce O'Neal et le Jazz en fin de match, les bons shoots à 3 points qui font plaisir. Ouais. Autour de ça, quand même, Reggie Jackson, Marcus Morris. Et Marcus Morris, les tout deux. À fait. Et Terrence Mann et tous les gars qui sont autour de Paul George, ça a été complètement dingue. Reggie Jackson maintient vraiment les Clippers dans la rencontre. Et Nico, hein. Nico Batum, bien sûr. Nico Batum, alors ça se voit un petit peu moins pour celles et ceux qui n'ont pas vu le match et qui seraient en train de checker les stats sur la feuille. J'ai pas ses stats exactes parce que mais je sais pas, genre il a 8 points, tu vois, mais par contre il prend pas mal de rebonds. Il est bon en défense, Nico Batum. Il fait beaucoup de bien. Il est intelligent sur les aides, il pique des ballons, les ballons qu'il faut, ou alors il fait juste le petit contest qui va bien pour pas que le shoot soit trop ouvert et tout. Ouais, sûr. Exactement. Donc moi j'ai adoré encore une fois parce qu'il fait vraiment des excellent playoff, Nico Batum, mais j'ai vraiment adoré son match encore une fois. Mais c'est vrai que Marcus Morris et Reggie Jackson, c'est dingue. Bordel. Tu prends 47 points de Marcus Morris. Steph et Clay. C'est ça. Ils ont pris 47 points de leur part, 25 points pour Marcus Morris et 22 pour Reggie Jackson. En plus, dans la physionomie du match, vraiment au moment où les Clippers sentent que le truc est en train de leur échapper, Reggie Jackson remet le couvercle avec des gros 3 points en fin d'horloge. Marcus Morris qui a été bon des deux côtés du terrain. Ça s'est aussi un peu chafouiné avec Rudy Gobert en lui faisant un peu un step-over en dédicace à Tyronn Lue. C'est vraiment un match des Clippers qui est beau et qui est, comme j'en discutais avec les copains de la Clippers Nation française, qui est tellement symbolique des Clippers. C'est-à-dire, tu étais mené 2-0 dans la série, tu égalises, aux 4 matchs, tu perds Kawhi Leonard. On ne sait pas encore ce qui va se passer au ligament croisé, mais il n'est pas là. Tu vas à Utah, qui retrouve son public, qui est chaud comme la braise, avec un Bogdanovic dans le premier quart-temps qui nous égalise un record NBA avec 6 tirs à 3 points rentrés. Ils étaient complètement en feu. Et tu gagnes là-bas. Je veux dire, c'est les Clippers par définition. C'est totalement invraisemblable. Ouais. Bon, après, on va parler du Jazz qui n'a toujours pas Mike Conley et qui ne va peut-être pas le revoir tout de suite. Donc, c'est quand même un vrai souci. On le voit dans l'animation offensive du Jazz. Clairement. Juste pour finir sur les Clippers, moi, j'ai bien aimé aussi le choix de Tyronn Lue. Donc, le mec, il a pas Kawhi. Moi, je me dis, tiens, du coup, il va peut-être lâcher un peu son small ball parce que c'est vrai que Kawhi est quand même une pièce, je crois qu'on peut le dire, importante de ce système en small ball. Et non. Grâce en small ball, il nous met Terrence Mann dans le 5. C'est bien. Très intéressant. Et les minutes de Terrence Mann, elles sont bonnes. Elles sont bien. Elles sont bonnes. Pareil, un peu comme Nico Batum, ça se voit moins en termes de scoring et tout, mais elles sont bonnes. Il défend bien. Terrence Mann, il se donne. Il n'y a pas de bêtises en fait. Il est intelligent, hein, ce jeune joueur. Moi, j'aime beaucoup Terrence Mann. Donc, j'ai trouvé ça culotté de la part de Tyronn Lue de garder son small ball en ajoutant Terrence Mann. Quoi. Genre, pas Kawhi, c'est pas grave, on va mettre Terrence Mann. Alors qu'il aurait pu mettre en effet du Kennard ou du Beverley ou même du Rondo. Ou Zubac, tu vois, où tu repars avec Zubac, tu repars sur un truc un peu plus classique. T'as pu aussi, hein. T'as 26 minutes de Terrence Mann sans la moindre balle perdue, avec le fameux poster sur Rudy Gobert en fin de match, avec un côté vraiment... C'est pas la moitié d'un athlète. Hein. Non, tout à fait. Il a été vraiment bon, et pourtant il n'a pas l'expérience des autres gars en face. Après, en effet, côté Utah, même si tu avais le gros match de Bogdanovic, et que tu as eu les apports de Clarkson, de Gobert, de Ingles, etc., moi, ce qui m'a vraiment marqué sur cette rencontre, c'est... Autant sur les games 1 et 2, et même le 4, on a vu Donovan Mitchell qui était en rythme et en forme, autant sur le match d'hier soir, Game 5 à domicile, il était vraiment pas bien physiquement, c'est-à-dire que même si on a toujours ses pas explosifs, tu sentais sur ses jump shots et sur ses pénétrations, et même sur ses réceptions, sur certaines fois quand il est vers le panier, que ça n'allait pas. Il y a une vraie inquiétude au niveau de la cheville de Donovan Mitchell, et hier c'était pile le match où il fallait pas que ce soit justement aggravé, et là sur cette rencontre, 6 sur 19 au tir, 4 sur 14 à 3 points, et dans les choix, beaucoup d'hésitation quoi. Compliqué. Ouais, après Donovan Mitchell, ça fait partie de ces... Alors je dis pas qu'il est pas blessé ou quoi, j'attendrai de voir ce qu'on dit, mais comme il a quand même fait des bons matchs juste avant, moi j'avais l'impression que ça allait mieux. Après tu peux toujours avoir des petits setbacks, tu vois, ok, c'est possible, mais aussi, on a aussi vu des choses qui, depuis le début de sa carrière, on s'extasie devant le talent offensif de Mitchell et les explosions au scoring dont il est capable. On a aussi et toujours noté une certaine irrégularité, c'est-à-dire que les matchs à 5 sur 20, là, comme hier, où
Attends, bouge pas. 6 sur 19. Comme je voilà, 6 sur 10. Pardon, tu l'as dit, excuse-moi. Voilà. Enfin, tu vois, ce genre de match là, même pas 30% au tir. Ah, ça lui est déjà arrivé, hein. Ça lui arrive. Bien sûr, bien sûr. Et c'est chiant. Alors, c'est vrai que là, c'est peut-être dû aussi à un certain, peut-être relatif manque de rythme ou la cheville qui il s'est refait un petit peu mal et tout. C'est tout à fait possible. Mais effectivement, et moi, je pense que c'est aussi et surtout dû à l'absence de Mike Conley ou Donovan Mitchell. Il a besoin de Mike Conley dans la variété des attaques. Là, il y a... En fait, le problème de Donovan Mitchell, on en parlait quand on a fait le bilan tous les deux là, il y a quelques jours au bout de 4 matchs. On a dit, c'est chiant, le truc le plus chiant dans l'absence de Mike Conley offensivement, c'est qu'en fait, à part Donovan Mitchell, il y a qui fait la différence balle en main au Jazz quand Mike Conley n'est pas là. Bien sûr, c'est il y a un peu Clarkson. C'est soit du Clarkson, soit du Joe Ingles qui est capable un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est trop limité. Et donc du coup hier soir ça s'est vu parce que les Clippers l'ont très bien ciblé défensivement, ils le défendent vraiment intelligemment. Là ils l'ont trappé un peu haut quand ils ont commencé à capter que l'autre il faisait pas toujours les bons choix. Ils se sont appuyés là-dessus. Et donc Utah se retrouve sans Mike Conley. Utah n'a pas Mike Conley, Utah est mené 3-2 et doit aller jouer à Los Angeles. Alors on le sait, comme on vient de le dire pour Sixers Atlanta, tu as la possibilité, on va le faire après le pronostic, tu peux avoir un Game 7 à domicile et il faudra justement forcer un Game 7 en allant gagner sur le Game 6. C'est clair que l'absence de Mike Conley, ce qui est bizarre, c'est que j'en déconnais avec les fans du Jazz sur Twitter, le fait que Mike Conley était annoncé la veille questionable, donc on ne savait pas ce que ça allait donner. Et puis le lendemain, on apprend via ses propos et via le Jazz qu'en fait il y a eu vraiment une rechute pendant sa rééducation et son retour sur les parquets, c'était notamment en sortie de Game 2, de préparation de Game 2. Il y a des vraies interrogations sur le retour de Mike Conley. On ne sait pas où ça en est physiquement, et quand on parle de setback, donc d'aggravation de blessures ou de difficultés dans la rééducation, c'est clairement pas des bonnes nouvelles. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un aspect que le Jazz a regardé, et les fans après cette rencontre, c'est que tu n'as pas Kawhi Leonard en face, l'intégration de Terrence Mann dans le 5 majeur, et tu prends 119 points. Utah prend 119 points par les Clippers dans un match décisif à domicile. Utah qui n'est pas la moitié d'une défense normalement. Je dirais, ils attaquent très bien, ils ont pris une palanquée de shoot à 3 points, mais normalement c'est capable de défendre le plomb. Il y a eu beaucoup aussi de laxisme défensif et de manque d'effort jusqu'au bout. Des fins de possession où c'est pas aussi bien défendu que précédemment, des fautes un peu bêtes, que ce soit de Royce O'Neal ou d'autres garçons, ils n'étaient pas autant concernés, et quand tu rentres vite dans un shootout, ce qui s'est passé, je veux dire, les gens qui ont vu le début de match... c'est complètement dingue. Il y a 25 shoots à 3 points qui sont rentrés en première mi-temps, si je dis pas de bêtises, de la part des deux franchises. Mais, les deux équipes ont envoyé du lourd à 3 points et on en mis pas mal, les deux équipes, ça c'est clair. Et donc quand tu es Utah, manger autant de points à domicile, c'est juste pas normal. Il faut que l'équipe à la fois forte offensive et surtout blindée défensivement revienne. C'est là que Mike Conley aussi il est important, parce qu'il redirige des troupes quand ça va pas. Et les gars, là on est en train de se prendre une valise de points. Allez, on resserre. Et là, Utah doit vraiment se reprendre, parce que Los Angeles, là, tu retournes à la maison. Ok, on connaît l'identité Clippers. Ils sont capables aussi tout à fait de perdre cette série en menant 3-2. Ouais. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, la pression est clairement sur le Jazz, là. Ouais, et puis moi, j'aurais jamais cru dire ça. Mais pour l'instant, Tyronn Lue, il regarde droit dans les yeux, Quinn Snyder. Ouais. Le Quinn Snyder, là, qui a fait le meilleur bilan de la ligue, qui était en course pour le Coach of the Year. Je trouve ça... on a parlé de Georges Niang, on a parlé des joueurs. On verra, on va pas s'enflammer. Pour l'instant, la série elle est pas finie et tout. Mais s'il devait perdre cette série, je pense qu'on va revenir en arrière. On va se faire quelques replays. On va dire bien sûr. On a parlé des rotations juste avant. On disait, est-ce que Georges Niang il existe dans cette série? On sait pas trop. Et les minutes de Georges Niang. On sait. Normalement, il devrait pas. C'est un peu compliqué. Et voilà, donc oui, l'absence de Mike Conley est très préjudiciable, mais bon, on va pas me dire que l'absence de Kawhi Leonard n'était pas préjudiciable aux Clippers, tu vois. Clairement. Donc, good job, bien joué les Clippers. C'est lourd ce qu'ils ont fait, du gros Paul George, du gros collectif. Il y a du mental dans cette équipe. Elle a de quoi faire peur à n'importe qui, cette équipe. Après, effectivement, on va attendre d'en savoir un petit peu plus par rapport au genou de Kawhi. On va pas se mentir, ça pue. Non, mais ça sent hyper mauvais, bien sûr. Non, voilà, ça pue. Donc, bon.
On attend, on attend que ça, comme j'en parlais hier soir, on attend que ça dégonfle apparemment du côté de Los Angeles pour ensuite faire des batteries de tests supplémentaires, voir de quoi il s'agit, parce que souvent, comme on le dit souvent, les lettres ACL, hein, LCA, alors je sais que LAC c'est Los Angeles Clippers, mais ACL, ligament croisé antérieur, ça fait souvent peur, donc on parle tout de suite de rupture. Il n'a pas été confirmé qu'il s'agit d'une rupture des ligaments croisés, on parle d'une blessure au ligament croisé pour Kawhi Leonard, dont l'absence est à durée pour le moment indéterminée. Ça pue. On est d'accord là-dessus. Mais juste attention à pas dire tout de suite c'est une rupture des ligaments croisés. On va attendre de voir ce que les médecins nous disent. Hein. On va attendre les verdicts médicaux, hein, comme tout le monde. Hein. Exactement. Mais voilà, mais on sait que ça pue. Sent pas bon. Ça sent pas bon, clairement. Avant de faire transition, évidemment, je te pose la question et je pose la question aux gens qui sont avec nous. Est-ce que les Clippers vont affronter les Suns en finale de conf avec une victoire sur le Game 6 de ce vendredi soir, ou alors on a là aussi un Game 7 et tout le monde retourne à Salt Lake City? Moi, j'ai l'impression que les Clippers vont passer, moi. Toi, pourtant, j'avais pronostiqué le Jazz en début enfin, en pré-série, quoi. J'avais pronostiqué Clippers, hein. Comment? J'avais pronostiqué Clippers. Toi, t'as pronostiqué Clippers, ouais. Toi. Moi, j'avais mais je suis pas pronostiqué serein, le Jazz. Je te cache pas. Mais moi, j'ai quand même l'impression que... Ouais. Alors, évidemment, en fait, l'absence de Kawhi me calme, évidemment, mes ardeurs. Mais après ce match 5, là, j'ai l'impression que... Je sais pas. Celui qui tient le plus, hein. Ouais, et puis... Je sais pas, ce Jazz... En fait, j'ai du mal à le jauger, en fait, ce Jazz. Vraiment, dans cette série, là, dans l'adversité, ils nous ressortent les défauts que j'aime pas voir chez eux. Il y a ce côté un peu, parfois, genre... Ils ont pas l'air d'y croire suffisamment. Est-ce que c'est... Quel est vraiment le problème? Ou est-ce que c'est une équipe vraiment uniquement de saison régulière qu'on surcote un peu pour les playoffs? Ou, entre guillemets, ça manque de réel talent intrinsèque pour faire des grosses différences en playoff? Tu vois, le sujet qu'on évoque régulièrement de dès qu'il n'y a pas Mike Conley, en fait, il y a plus que Mitchell en réel ball handler pour créer, quoi. Tu vois, ce genre de choses-là, alors que finalement, Reggie Jackson, côté Clippers, fait le boulot. Évidemment Paul George, t'as un petit Kennard qui rentre, tu vois, genre ils ont peut-être un petit peu plus d'options à ce niveau-là, donc j'aurais envie de te dire que les Clippers vont la finir à la maison, celle-là, ouais. Je pense qu'il y en vraiment, aura 7. ce match 5 m'a... match 5, j'étais là, genre, mais flippant. qu'est-ce que c'est que ça? On reste sur le pronostic initial, 4-3 Clippers, ce qui serait complètement incroyable, hein. C'est-à-dire que là, il y a un Game 7 qui est forcé, en plus, et après les Clippers l'emportent sans Kawhi à Salt Lake City. Bon, celle-là, elle est vraiment... Celle-là, elle est extraordinaire, surtout quand on sait maintenant, comme tu le dis, l'absence de Kawhi Leonard. Je pense qu'il y aura un Game 7, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce dont on a parlé pendant la saison. Comme tu le disais là, Utah a été applaudi pendant des mois, on a donné rendez-vous en playoff, et on leur a demandé un challenge. C'est-à-dire qu'on voulait jauger cette équipe une fois qu'elle était face à l'adversité. On y est. Elle y est là. On y est, on est devant le plus gros challenge du Jazz. C'est-à-dire, est-ce que c'est une équipe qui va saisir le challenge? Et en plus, le challenge, attention, tu vas à Los Angeles, il n'y a pas Kawhi. Alors certes, tu n'as pas Mike Conley, mais il n'y a pas Kawhi Leonard. Donc normalement, tu es favori. Il faut faire le travail. J'adore Mike Conley, mais Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, bien sûr. Mais tu peux même sortir de l'écran là si tu veux. Pas déconner. Tout là-haut. Faut pas je trouve ça hyper intéressant de voir sur les prochaines heures et sur les prochains jours. Je sais que c'est flippant pour les fans du Jazz, mais ça va être intéressant de voir comment Utah se comporte face à ce challenge, parce que c'est peut-être le plus gros challenge de leur saison et même de leur récente histoire. T'es numéro 1 de la conférence Ouest, tu dois pouvoir passer. Et donc, il n'existe pas de scénario dans lequel Utah perd ce match. S'ils le perdent, attention là, parce que on ne pourra pas dire bah ouais, mais il n'y avait pas Mike Conley, clairement. On pourra toujours le dire, mais on pourra dire aussi qu'il n'y avait pas Kawhi dès le 5. Ouais. Quoi. Et évidemment, hyper intéressé par cette version de Paul George qui a l'air tellement serein et conscient qu'on compte sur lui, qu'on pourrait avoir en effet non pas un seul match comme ça de Paul George, mais plusieurs consécutifs, où en fait, comme on l'a vu à OKC, où il est capable d'être brillantissime, bah son équipe le suit et Tyronn Lue fait les bons ajustements. Et ça, je sais que c'est une phrase qui semblait imprononçable il y a quelques mois, mais on y est aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y en a 7. Ok. Je pense qu'on va partir sur un Game 7 et je crois que ce sera là aussi dimanche soir s'il y a un Game 7. Si un Game 7, c'est dimanche soir. Ouais. C'est ça, parce qu'on parlera juste après de nos copains les Bucks et les Nets. Ça, ce sera en fin de vidéo. Alex, on va enchaîner parce que les sujets continuent de tomber. Petit passage quand même par chez toi. Piou. Chris Paul. La nouvelle est tombée à 14h ce mercredi. Vous étiez nombreux à tirer la gueule et Alex en premier. Vous l'avez envoyé évidemment
plein de messages à Alexis Nator. Chris Paul qui rentre dans le protocole sanitaire Covid-19 de la NBA. On ne sait pas encore combien de temps Chris Paul sera out des parquets. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura une update ce samedi du côté des Suns. On a une finale de conférence qui doit commencer normalement lundi ou mardi. On aura plus d'informations de la part de la NBA prochainement. Mais c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Bah moi, ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'il a le Covid. Je pense pas juste qu'il est cas contact, je pense que c'est lui le mec testé positif. Et là, tu sais, dans les trucs qu'on a vus, là, ils ont testé tous les joueurs et tout. Je pense que c'est Chris Paul. Malheureusement, c'est ce qui fuite un peu, là, c'est ce qu'on a l'air de comprendre. Après, on n'a pas encore de confirmation. Histoire de vaccin et tout, bien sûr. On va pas s'enflammer, mais ouais, histoire de vaccin. Donc, c'est pas très clair tout ça, faut reconnaître, c'est un peu opaque. Toujours est-il que, bien évidemment, que c'est une nouvelle absolument catastrophique pour les Suns. Je dis ça en rigolant, mais en fait, je rigole pas du tout. Pour les cactus. Puisque on pourrait se retrouver dans une configuration où lundi ou mardi de la semaine prochaine, une série de finales de conf commence. Et donc, t'es les Suns et tu n'as pas Chris Paul pour le Game 1, pour le Game 2, pour le Game 3 et pour le Game 4, je pense. Waouh, la violence. Oh, tu penses que ça irait jusque-là ? Mais s'il a le Covid, c'est 14 jours, gars. 14 jours depuis, à partir de... Donc hier, c'était mercredi, d'accord ? On était mercredi le 16 juin. Bah t'en as 5, t'as 5 matchs qui passent à la casserole. 4, moi j'ai compté, a priori il serait 4 je pense. Parce ils étalent un peu. C'est terrible parce qu'en plus, on en discutait ensemble, tu pouvais totalement te ramener à table avant-hier et dire, excusez-moi, dans la discussion du meilleur joueur des playoffs 2021, Chris Paul il est dans la discussion tout en haut. Sûr. Je veux dire, c'est un mec qui a été énorme face aux Lakers, face aux Nuggets, et qui est en train de mener cette franchise avec Devin Booker jusqu'au final NBA. Et lors du dernier apéro, on était là, genre les Suns au complet, ils sont en train de se reposer, peinards, ils attendent leur adversaire et tout. Non, bam, Covid. C'est super dur. Après, c'est là aussi de l'info. C'est là aussi un gros challenge pour les Suns, qui sont un collectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dépendant d'un seul joueur. Je dis pas qu'on va perdre tous les matchs sans Chris Paul, mais enfin merde. Si tu vois, tu dois jouer le Jazz qui vient de récupérer Conley, par exemple. Ou les Clippers qui seraient passés, t'as pas Chris Paul pendant 4 voire 5 matchs. Wow. Ah mais c'est du level de ce qu'on vient de voir, et on en parlait avec Jazz et Clippers, c'est-à-dire tu peux avoir un côté Kumbaya, les Clippers qui se déplacent à Utah et qui s'en sortent sur un match, mais sur plusieurs matchs, attention. C'est-à-dire que là les Suns peuvent s'en sortir avec la classe de cet effectif et de Devin Booker, tu peux toujours faire des dingueries. Puis on a une bonne défense, et puis il y a un groupe soudé et tout ça, bien sûr, je suis d'accord. En plus Chris Paul, genre il s'est pas cassé le tibia. Non. Tu vois, genre voilà. Tu vois, c'est pas une, comment dire, il y a un côté absence, mais il n'y a pas un côté traumatisme. C'est ça. Je pense que par exemple pour les Clippers, si on leur annonce que genre Kawhi, sa saison, voilà, les terminado, par exemple, tu vois, genre c'est pas ce que je souhaite, mais je veux dire, c'est quand même ce qui a l'air de suinter des dernières rumeurs. C'est quand même, il y a quand même un côté choc aussi pour le vestiaire. Non, mais bien sûr, un côté traumatisant pour le vestiaire. C'est ce qui permet tout à fait au groupe normalement de se ressouder. Moi, la question principale par rapport à ça, Alex, et j'en discutais hier sur Twitch, c'est il y a une différence entre affronter Utah et affronter les Clippers en finale de conférence, merci de fond 4, mais notamment sur la physionomie de la série. C'est-à-dire que si tu affrontes le Jazz qui revient, tes 2 premiers matchs, ils sont en déplacement. Ouais. Si tu affrontes les Clippers, les Game 1 et Game 2, ils sont à Phoenix. Ouais, c'est mieux. C'est quand même pas tout à fait la même. On préfère avoir l'avantage du terrain. En plus, on a un public de tarés. À Phoenix, là, les mecs, ils ont pas vu les playoffs depuis 11 ans. Genre, c'est des oufs dans l'Arizona, là, ils en peuvent plus. C'est des fous. Oui, oui, non, bien sûr, ça c'est clair que à ce niveau-là, tu peux être, en tant que Suns, tu peux préférer jouer les Clippers. Pour l'avantage du terrain. Par rapport à ce que je vois dans la série, là, oh putain, je préfère jouer le Jazz. Ah bah oui, non mais bien sûr. Bien sûr. Là, vraiment, je le dis sans peur, c'est pas pour dénigrer du tout le Jazz. C'est juste que je trouve qu'au niveau match-up, au niveau opposition, ils vont beaucoup mieux coller avec ce à quoi les Suns peuvent répondre de manière naturelle. Complètement. Voilà. Et puis tu sens que Donovan Mitchell ne pourra pas être, et Mike Conley l'a dit, être à 100% sur ses playoffs, vu les blessures qui sont accumulées. Alors que de l'autre côté, Paul George, il est à 4000 là. Paul George, Marcus Morris et Reggie Jackson, ils sont à 4000%. T'as absolument pas envie de les affronter vu comment ils sont dans leur mood. Et puis leur small ball, on fait comment avec Ayton. Tout ça, ils posent plein de problèmes tactiques que le Jazz pose différemment en fait et ça convient mieux. Après, le Jazz, voilà. C'est pas une... De toute façon, dans tous les cas, le vrai problème des Suns, il est bien au-delà de l'adversaire. Il est dans qu'est-ce qu'on va nous dire sur Chris Paul ce samedi au niveau update. Voilà. C'est ça. Ce sera ce samedi exactement. Est-ce que c'est Cameron Payne le meneur titulaire des Suns pour les finales de conf ?
Bah, allez, un cadeau. De merde. Ah bah voilà, exactement, bordel de merde. Comme on l'a dit, la nouvelle c'est donc ce samedi, on le saura de la part des Suns, donc restez connectés évidemment, on sera les premiers à relayer l'info pour savoir ce qui se passe au niveau de l'absence de Chris Paul, de combien de jours il s'agit. On va suivre tout ça. Évidemment, juste pour la parenthèse, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont réagi là-dessus, je fais juste un tout petit virage avant de parler des coachs. On a vu LeBron s'exprimer notamment sur les blessures. Il y a LeBron qui s'est exprimé sur Twitter en disant notamment bon, je vais pas revenir sur les détails. Moi j'avoue que comme j'en ai discuté, il y a un côté très à la fois j'aime bien que LeBron puisse justement venir à la défense de ses joueurs. Par contre, j'avais prévu, il fallait me suivre, ça j'aime pas trop. Parce que moi je l'ai pas entendu en parler à l'époque. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, ce que j'aime pas. Alors j'aime pas la déclat de LeBron, personnellement je vois ce qu'il veut dire, attention. Évidemment que l'intersaison très courte et tout c'est tendu et on le voit et on en paye les pots cassés au niveau de la NBA et des joueurs, il y a plus de blessures que d'habitude et tout ça et tout, un peu plus de blessures que d'habitude, pas non plus tellement plus, je rappelle qu'il y a tout le temps des grosses blessures en playoff, bien sûr, tous les ans. Mais c'est vrai que cette année c'est très sale et que c'est certainement dû à une certaine fatigue et tout machin, ok. Par contre, le côté LeBron, j'avais prévenu et tout, genre. Moi, ça m'a saoulé. Même si t'as un peu raison, moi, ça me saoule de l'entendre dire ça parce qu'en plus, je me rappelle pas l'avoir entendu. Enfin, tant que ça, avoir insisté. C'est dans les discussions avec l'assaut. Non, mais oui, j'imagine, c'était pas public et tout. C'était sur le début de saison. Et autre chose, c'est toute l'enfilade de gens derrière ça. Oui, la NBA, c'est de leur faute, c'est une gestion catastrophique. Quoi ? Genre, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors ? Pardon, expliquez-moi. Non, mais gestion catastrophique, je suis pas d'accord. Voilà. Je comprends. Parce que je pense que c'est l'entre-deux. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des blessures qu'on peut attribuer à une certaine forme de fatigue physique. Bien sûr. Quand on voit ce qui s'est passé avec Anthony Davis, quand on voit comment est réinséré Donovan Mitchell avec Joel Embiid ou James Harden, on peut se dire bon, c'est une saison particulière. Mais même si ça se trouve les croisés de Murray, tu peux les attribuer là-dessus. Je suis d'accord. Mais par contre, non, bien sûr, mais c'est juste pour compléter. Mais par contre, et je pense que c'est là-dessus on est d'accord, c'est putain. Fallait faire quoi ? Oui, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et surtout, si Kyrie Irving il retombe sur la cheville de Giannis, c'est pas parce que le calendrier est chargé. Non. Je veux dire, ça c'est une blessure, ça arrive. Ouais, mais c'est important de faire la différence entre les blessures parce que j'entends qu'on me dise et que LeBron dise c'est chiant, il n'y a pas de All-Star, les équipes sont pas à fond, etc. C'est indéniable. Et tu as l'impression que l'équipe qui va ramper jusqu'au titre va être la meilleure parce que c'est clairement celui qui finit avec le plus de joueurs vivants qui l'emporte cette saison. Tu as ce sentiment-là. Mais par contre, qu'on me dise toutes les blessures sont dues à ce calendrier alors que juste un Kyrie Irving qui tombe sur un pied, c'est pas une histoire de savoir si tu as plus ou moins dormi dans l'avion. C'est juste que ce sont des actions qui arrivent dans le sport. Et ça là-dessus, j'avais un peu de mal avec les déclarations de LeBron. Par contre, qu'il prenne la défense de ses joueurs, je trouve ça bien. Non, mais moi aussi j'adore quand LeBron il vient prendre la défense de tout le monde et qu'il se mouille comme ça, qu'il critique la ligue et tout. À la limite, ça me dérange pas. Par contre, genre, essayons de pas tout mélanger. Genre, critiquer la ligue, dire que la ligue elle a trop poussé les joueurs et qu'elle a trop voulu enchaîner les 2 saisons pour des raisons de business et de pognon, on s'en est jamais caché. Les joueurs l'ont accepté. Ils l'ont accepté, ça fait partie du deal. J'ai rêvé où ils l'ont accepté. Bien sûr. Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, tout de suite, s'attaquer un peu, pas forcément LeBron, mais beaucoup de gens autour et tout, genre oui, c'est une gestion cata et tout ça. Je n'aime pas trop, en fait, ce côté gestion cata parce que, genre, déjà, tous les gens qui disent ça, je veux bien qu'ils m'expliquent ce qu'ils auraient fait de mieux. Il y a des gens qui disent oui, il fallait pas faire de bulle. Kyrie Irving, enfin. Tu vois, genre, Kawhi Leonard, il a été load managé pas mal cette saison. Je pense pas que la bulle ait un impact sur la blessure au genou de Kawhi Leonard, par exemple. Je ne pense pas. Non, après, voilà. C'est un freak play, ça arrive. Tu vois, sur du Anthony Davis, sur Murray, sur éventuellement même la cheville de LeBron, ou des gars comme ça qui sont allés loin dans la dernière bulle et qui, du coup, ont eu une intersaison très courte, je veux bien entendre l'argument. Mais sur plein d'autres, je ne suis pas vraiment d'accord. Donc en fait, il faut qu'on essaye de faire la part des choses. C'est extrêmement frustrant. On est les premiers à être saoulés. Évidemment, on est saoulés quand tu vois Kawhi Leonard qui est blessé, quand tu vois que Jamal Murray n'a pas pu faire les playoffs, quand tu vois que James Harden, enfin tu vois, genre évidemment que les Lakers c'était pas au top et tout, même si nous les Suns on les a fumés, c'était cool, c'était drôle et tout. Mais on va pas se mentir.
Franchement, même en tant que fan des Suns, je préfère voir les Lakers à fond en fait. Ah mais vraiment, évidemment. Tu vois, et donc ça fait partie voilà, du mais sport. on mélange pas tout parce qu'en fait, ça se trouve là, l'intersaison d'ailleurs là, elle est un peu plus longue, mais elle est pas si longue que ça pour les équipes qui vont aller loin. C'est exactement ce vers vu qu'ils nous ont annoncé que ça allait reprendre mi-octobre, quand même. Donc non mais c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que si les gens sont flippés à l'idée de voir ce qui s'est passé physiquement, préparez-vous pour cet été. C'est-à-dire qu'on a des finales NBA qui vont se finir peut-être aux alentours du 20 juillet, qu'on va avoir une free agency et une draft qui vont avoir lieu fin juillet et début août, et ensuite mi-septembre, les copains, on est déjà en camp d'entraînement. Ça va être une intersaison hyper courte, pas aussi courte que l'automne dernier, mais elle va être super courte. Donc pour ceux qui vont aller loin en playoff, parce que là, les autres là, Brombron là, lui, il pourra rien dire parce que là, Brombron, il est déjà en vacances, il a le temps entre guillemets. D'ailleurs, il l'a dit. Je vais bien me ressourcer, tout ça, blablabla et tout. Évidemment. Donc en fait. Finalement, le côté intersaison, ce que je veux juste dire, c'est que le côté intersaison très courte ne concerne que très peu de joueurs, finalement. Tu veux dire au niveau des blessures directes ? Non, au niveau de combien de joueurs. Regarde, t'as beaucoup de joueurs qui avaient leur saison, elle a carrément été finie en mars dernier, quoi, avec le premier confinement. Ok. Ensuite, t'en as pas mal. T'en as quand même encore quelques-uns, elle était finie mi-août. De mi-août à mi-décembre, il y a 4 mois quand même. Non, bien sûr. Mais... Non, donc c'est ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est vrai, l'intersaison, elle a été très courte. Par contre, le fait qu'elle ait été très courte, c'est une réalité que pour finalement assez peu d'équipes. C'est ça que je veux dire. Non, bien sûr, j'entends. Donc, après, c'est relou, relou, le rythme des joueurs. C'est pas équitable, le rythme est compliqué. C'est le rythme des joueurs qui est pointé du doigt. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais et ça, c'est vrai, le rythme des joueurs. De toute façon, on le dit depuis le début. D'ailleurs, ça se trouve, la NBA, ils ont pour intention, et LeBron, il a fait cette sortie publique pour ça, parce qu'il sait que la NBA a peut-être l'intention de revenir avec 82 matchs, parce qu'on ne sait pas encore avec combien de matchs ils veulent revenir. Ils ont l'intention de revenir avec 82 matchs. C'est ce qu'ils ont dit à partir d'octobre. Donc, évidemment, on va voir, les joueurs se plaignent évidemment d'un certain rythme. Ça ne concerne pas évidemment tous. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a eu le sentiment partagé de la part des joueurs d'avoir une saison vraiment exténuante parce que tout a été condensé et que donc forcément tu t'exposes à plus de blessures si tu as autant de déplacements et de matchs consécutifs. Maintenant, de dire que toutes ces blessures sont dues à ce rythme-là, à une mauvaise gestion, c'est tout ça que j'ai pas aimé. Ça, c'est autre chose, tout à fait. Dites-nous évidemment ce que vous en pensez et de la déclaration de LeBron, parce qu'on va devoir enchaîner sur d'autres petits sujets, mine de rien. Il y a des coachs qui ne sont plus coachs. On avait déjà eu 2-3 histoires du côté de Portland avec Terry Stotts. On avait eu à Indiana 2-3 changements aussi. Salut Orlando, des rumeurs autour de Jason Kidd, Becky Hammon et compagnie. On avait fait plus d'un apéro ces derniers jours. Stan Van Gundy et les Pélicans, au bout d'un an, c'est terminé. Et Scott Brooks à Washington, c'est enfin terminé. On va commencer justement avec les Pels de Stan Van Gundy. Le plan, il a duré 1 an. On avait David Griffin qui avait récupéré SVG il y a quelques mois pour essayer de construire un groupe autour de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Zion Williamson. Ça n'a pas été satisfaisant ni dans le jeu ni dans la relation entre le coach et ses joueurs. Je ressors évidemment le hashtag MPW, Mutually Parted Ways, puisque bien évidemment c'est à l'amiable, on est d'accord que les deux se sont bien entendus, mais c'est terminé et il va falloir tout de suite un nouveau coach qui, statistiquement parlant, va être le 3e coach en 3 saisons de Zion Williamson dans NBA. Attention. C'est vrai, ça c'est un peu relou. Par contre, je dois t'avouer que je suis extrêmement content de cette décision de la part des Pélicans, moi, perso. Non pas que j'aime pas Stan Van Gundy, je m'en fous. Je le trouve qu'il n'est pas adapté trop à la NBA moderne, sa façon de coacher. Je pense qu'il faut un coach plus tactique que ça, avec une vision un peu différente du basket, pour coacher une équipe fondée autour du duo Ingram-Zion. Et je suis très content donc que les dirigeants des Pélicans aient pris cette décision tout de suite, tu vois, qu'ils ne soient pas dit oui, attends une deuxième année, nanana. Non, pas de deuxième année. On s'est trompé, on assume, on s'est trompé. Apparemment, en plus, c'était vraiment un parted ways là, juste pour. Non, mais c'est tout à fait possible. On le dit en rigolant à chaque fois. Pels, ou en tout cas, au moins, ils se sont trompés. Les deux, allez, on va dire, les deux, ils le reconnaissent et hop. Ça marche pas. Hop, on change les chemins, quoi. Out. Ouais. Et ben moi j'aime bien, tu vois, ça me va. Par contre, il va être temps de prendre le bon coach.
Il va falloir prendre le bon coach. Voilà, il va falloir satisfaire aussi les plans évidemment des jeunes, parce qu'il y a du jeune phénomène. Il y a un excellent article, pour ceux qui ont vu, je l'avais relayé sur Twitter, il y a un excellent article qui est sorti, une grosse investigation de la part de Shams Charania, pardon, pas James, Joe Vardon et compagnie du côté de The Athletic, sur le fait notamment que, bon, c'est des petites sources sur le fait qu'autour de la famille de Zion, il y a une certaine frustration à l'idée de voir comment est-ce qu'il est géré. Autant sur la décision, je suis d'accord avec toi. Dans le jeu, on savait pas trop comment ça allait se passer avec Steven Adams, avec Eric Bledsoe. Il y a plein de décisions à prendre. Par contre, il y a une chose sûre et certaine. La construction de cet effectif, je veux bien qu'il y ait du phénomène. Je veux bien qu'on dise qu'il y ait du Zion, Brandon Ingram, Lonzo Ball, etc. Je crois pas non plus que quand on s'amuse, toi et moi, à dire la phrase tu donnes cet effectif à Rick Carlisle ou à Eric Spoelstra ou à Greg Popovich ou quoi que ce soit, ben, je sais pas non plus si tu aurais pu faire des merveilles, tu aurais pu faire mieux, ça c'est sûr et certain. Mais attention aussi à la manière dont ce groupe a été construit, parce que équipe moderne, pas sûr. Il y a du travail. La façon dont JJ Redick s'est exprimé, notamment sur la manière dont il a été sorti par le management, les réflexions qui sont en train d'être faites en interne sur la gestion de ce management avec les joueurs et la construction de l'équipe, attention à ce que ça ne devienne pas un sujet d'ici quelques mois. C'est possible. Mais il n'est pas du tout... Tout n'est pas à mettre sur le dos de Stan Van Gundy, ça c'est sûr. Moi, j'aime pas son coaching. Mais je suis tout à fait prêt à reconnaître que son roster a un équilibre qui ne correspond pas hyper bien à la NBA actuelle. Hein. Juste, il y a un duo autour duquel les Pélicans doivent construire. Bon, si tant est qu'ils ont envie de garder les deux joueurs, mais je pense quand même que c'est le cas, quoi, tu vois. C'est même un trio Brandon avec Ingram Lonzo. avec Lonzo Ball. Moi, que je mets quand même un cran en dessous. Oui, c'est en dessous, mais en termes de vision de la construction de cet effectif, il est jeune et tout, ouais, c'est clair. Mais effectivement, t'as raison. Est-ce qu'il faut forcément un intérieur à la Steven Adams? C'est David Griffin qui klaxonne là chez toi là? Ouais, je vais fermer la fenêtre parce que là ça... Oh, arrêtez les embouteillages dans la raquette. Ouais, c'est clair. C'est Steven Adams qui dit pousse-toi Zion. Non mais voilà, mais Steven Adams par exemple, clairement ça sent l'erreur de casting. Zion a besoin d'un autre type d'intérieur à côté de lui, parce qu'en fait il a besoin d'un intérieur qui espace plus le terrain, quoi. Clairement. Alors, quoi. Si il espace l'espace. Là, j'ai pas besoin de, enfin il y a pas besoin d'être un grand analyste pour comprendre ça, quoi. Il suffit de regarder les Pélicans jouer pendant à peu près 3 minutes. Ensuite. Eric Bledsoe, erreur de casting, ça, bon, on s'en doutait un peu plus, mais là maintenant c'est bien confirmé. Erreur de carrière. Donc oui, il y a du gros travail aussi côté management. Il va falloir modeler le roster pour le rendre un peu plus moderne et notamment avec plus de capacité de spacing et donc de shoot pour que Zion et Brandon Ingram aient plus d'espace pour s'exprimer. Et ensuite, il va falloir trouver effectivement le bon coach pour faire tourner tout ça. Donc, faut faire. Il y a du boulot au Pélican. C'est ça. Il y a du boulot. Cet été viendra évidemment cette grande décision autour de Lonzo Ball, parce qu'on sait qu'il y a des franchises qui ont envie de mettre le pactole sur le frère de Lamelo, dont on va reparler juste après. Lonzo Ball, agent libre restreint, donc à voir quel va être le chèque qu'il va signer et comment est-ce que les Pélicans vont matcher ça, parce que l'avenir c'est censé être Brandon Ingram, Lonzo Ball et Zion Williamson. Il y a moyen d'être excitant et efficace avec ce groupe. Tu peux mettre des bons vétérans, mais en effet, comme tu le dis là, le management va être vraiment observé de très très près, parce qu'il y a une construction d'équipe. Il faut qu'il y ait le bon coach pour mener cette équipe loin. Tu ne peux pas, malgré la concurrence, te ramener la saison prochaine et dire à Zion encore un petit peu de patience avant de faire les playoffs. Parce que le talent, il est indéniable, il est générationnel. Le mec est juste trop fort, on l'a vu pendant la saison régulière. On a vu la saison précédente avec Brandon Ingram comment ça pouvait se passer. Et quand on voit la conférence Ouest qui est terrible, bah certes, il y a des places qui parfois sont occupées par des grosses stars et des franchises stables, mais ça montre tout de suite le déséquilibre des franchises et de leur management. Donc à voir comment ça va se construire. Il y a des coachs, on a mentionné certains noms, hein. Il y a du Jason Kidd, du Becky Hammon, d'autres copains qui vont arriver dans la discussion, et notamment je crois Teresa Witherspoon, qui pourrait être en discussion avec Becky Hammon pour devenir la première femme head coach en NBA. Légende de WNBA évidemment, Teresa Witherspoon, et qui est dans le board, si je dis pas de bêtises. Je leur souhaite à toutes deux de récupérer un effectif remodelé par Griffin d'abord, hein, parce que sinon c'est pas un cadeau en fait. Il y a du travail, il y a du travail. Ça c'est pour les Pélicans, donc Van Gundy, à voir si Van Gundy après sera recruté dans une autre franchise, pas sûr, parce qu'il y a quand même certaines étiquettes qui ont été collées, tu en parlais, le côté pas très moderne, mais il a quand même montré qu'il était capable d'aller en playoff avec Reggie Jackson et Andre Drummond, et ça c'est quand même all time. On passe du côté de Washington. C'était ses franchise players. On passe du côté de Washington. Scott Brooks is gone.
visiblement, Scott Brooks n'a pas trouvé le contrat suffisant qu'on lui proposait. Mutually partait de Wizards. Non, évidemment, il était en fin de deal. Ce qui est assez Scott fou, Brooks. c'est que les Wizards ont proposé un contrat à Scott Brooks, par contre. Les Wizards étaient en discussion avec Scott Brooks et ils n'ont pas trouvé d'accord sur un nouveau deal, à savoir qui jouait Jacques Villeray et qui jouait Thierry Mais Lhermitte. c'est vraiment ça. Hein. Écoute, c'est vraiment ça. C'est bon, Scott, on va te faire un contrat. Donc j'étais dit, what the fuck? Pourquoi il va faire un contrat à Scott Brooks? Et Scott Brooks, il fait, ouais, bof, peut-être votre contrat. C'est pour être coach? Je comprends pas. Pas d'accord. Pas d'accord sur un contrat. Les Wizous. Tout à fait. On a quand même du Russell Westbrook sous contrat, on a du Bradley Beal, on a Davis Bertans, on a Thomas Bryant, il y a Denis Avdija. Il y a un groupe qui là aussi vise les playoffs. Il va falloir trouver un coach. Va falloir trouver un coach. Va falloir effectivement, genre, de toute façon, ce management des Wizards me surprend régulièrement. Donc Tommy Shepard. on va attendre de voir. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a eu des petits coups malins, Daniel Gafford, tout ça. Moi, j'ai bien aimé. Bien sûr. Donc on va attendre de voir ce qu'ils vont nous dégoter comme coach. Non, moi j'ai été surpris quand j'ai lu l'info. Vraiment, je me suis dit, mais attends, donc ils ont proposé un contrat à Scott Brooks et ça s'est mal passé. Bradley, il faut que je te parle. Ouais. C'est pas du tout comme ça que je voyais l'affaire. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, Scott Brooks n'est plus le coach des Wizards. À titre personnel, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les Wizards. Alors, je suis d'accord, c'est une bonne nouvelle pour les Wizards parce qu'on a vu toutes les limites. Hein. On a vu à la fois le côté Scott Brooks fun du début du Thunder qu'on avait vu l'année précédente, c'est-à-dire je prends Davis Bertans, je prends Ish Smith, je prends Bradley Beal, Voilà, je prends Thomas Bryant. C'est Et marrant, je fais... 5 minutes, quoi. Mais... Et c'est marrant 5 minutes. Ça s'appelle le centre de loisirs et on s'est éclaté. Et l'agent de Davis Bertans, il est extrêmement reconnaissant du travail de Scott Brooks. Malheureusement, lorsqu'il y a des attentes, on a vu aussi ses limites avec le Thunder, on a vu ses limites avec les Wizards. On avait déjà vu par le passé, hein, lorsqu'il y avait John Wall et Bradley Beal, ce que ça pouvait donner en playoff, en exécution. On était très frustrés. Donc, je suis d'accord, pour le basketball au global, le fait que Scott Brooks n'ait plus d'équipe, je suis assez content parce que tu peux faire mieux. Tu as quand même un des meilleurs scores de toute la NBA, le deuxième meilleur score de la saison dernière avec Bradley Beal. Tu as Russell Westbrook qui a quand même fait des dingueries. On peut encore discuter T'as du fait des jeunes à développer Bien qui sûr. sont pas mauvais. Enfin, non, il y a quelque chose à faire. Hein. avec Rui Hachimura, avec Denis Avdija. On en discutait hier soir et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Si Russell Westbrook ne rentre pas dans une espèce de dinguerie totale de début mars à mi-mai, pas sûr que les Wizards aient fait le play-in tournament et les playoffs. Non, il a clair. quand même fait une dinguerie totale. Ouais. Mais il y a des attentes. Je veux dire, Washington ne va clairement pas aborder. On ne va pas faire les 30 previews en 30 jours à la rentrée et dire Washington ne vise pas les playoffs. Il faut un coach pour ce groupe. Ouais, il faut un coach. On va bien voir qui va s'y coller. J'ai pas vu trop de rumeurs encore. Donc Wes on va Unseld, voir. Junior, Oui. le effectivement. fiston, qui est du côté de Denver, si je dis pas de bêtises, et qui pourrait faire un retour tonitruant dans la capitale. Et après, il faut se farcir Russell Westbrook et potentiellement, attention, un Bradley Beal qui, s'il est frustré, pourrait devenir le genre de boulet que tu as dans ton équipe, c'est-à-dire, je sais pas trop si je continue dans le coin. Ouais, c'est clair. L'entraînement, non, je viens pas en fait. Après, Bradley Beal est fort, on n'est pas là pour le clasher, hein, mais c'est juste que ça peut vite devenir un dossier chafouin. Pour Ça, l'instant, un coach, il n'y a pas de rumeur dans ce sens-là. Donc on va bien voir. c'est Mais ça. effectivement, il ne faudrait pas qu'il arrive à un jeune coach, ce qui est arrivé à Stephen notre Silas. ami Stephen Silas quand il a repris les Rockets. Exactement. Les Houston Rockets et non pas les Dallas Chaparrals. Hein, pour ceux On qui- t'a pas dit? Alors en fait, ça va être Victor Oladipo et John Wall. c'est pas Westbrook Arden. Est-ce que tu connais Jason Tate? J'espère que tu kiffes la G League, frère. C'est fait pour ces deux coachs, évidemment. Le carrousel des coachs continue. Hein. On vous tiendra au courant de ce qui se passe avec Portland, avec Orlando, avec Boston qui cherche son entraîneur, avec donc Washington et New On Orleans. a un paquet de postes à pourvoir. Il y Là. a des postes à pourvoir et il y a du nom qui circule. Terry Stotts, Mike D'Antoni, Becky Hammon, Jason Kidd et tralali et tralala. On va suivre tout ça de très près. On le rappelle, Alex, comme tous les ans, lorsqu'on a des signatures scred comme Tom Thibodeau qui rejoint les Knicks, ça peut vite se transformer de manière intéressante quelques mois suivants. Bien sûr. Ou après, évidemment en cours de saison, dédicace à Lloyd Pierce. On va devoir enchaîner du côté de Dallas. Il est juste ici. Oh, ça se gratte le crâne, là, Alex. Las. Petit passage par le Texas et ce côté du Texas, Dallas, parce que pendant que ça fredonne l'air de nos amis de Dallas, évidemment la série mythique, Donnie Nelson, 23 ans de bons et loyaux services à la tête de la franchise des Tu Mavericks. dégages. Mutually parted ways. Ouais, alors ça, franchement, Non, celle-là elle est Genre, fausse. Celle-là elle est fausse. pardon, mais bien sûr.
Mais bien sûr qu'elle est fausse. Celle-là, elle est complètement fausse. Pour donner juste les petites infos, et après je te lance sur le dance floor, mon cher Alex. C'est évidemment le dossier que certains ont pu lire, dont on avait déjà parlé, sorti par Tim Cato et Sam Amick du côté de The Athletic. Quelques Total grosses... bullshit, hein. Oui, j'allais dire, Hein tout à fait. Eh, Total oh, bullshit. C'est de la merde. Tim Cato, il sait pas ce qu'il dit. C'est de la merde. Dossier sorti sur The Athletic, on avait notamment traduit certains passages sur le site de Trash Talk, le fait que les coulisses des Mavs avaient l'air particulièrement épicées entre Haralabos Vulgaris, qui veut donc dire éternutoire en moldu, et Donnie Nelson aussi, qui a été un petit peu chamboulé par le fait que son poste soit un petit peu remis en question, hein, et que ses décisions ne soient pas forcément acceptées. Après, il n'est pas tout blanc et tout noir, on va y revenir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que celui qui a recruté Luka Doncic pour essayer de le ramener à la draft, celui qui a ramené Dirk Nowitzki, qui a fait le trade de Steve Nash, qui a voulu aussi Rick faire Carlisle à l'époque aussi. Rick Carlisle, le groupe de 2011, on va faire de Tyson Chandler notre pivot défensif, etc., etc. C'est quand même un sacré séisme à Dallas, hein, parce que c'est un pilier de la NBA depuis 20 ans. Ce que j'ai pas bien suivi, compris, c'est quel est le but de la manœuvre pour Cuban. Oh là là. Parce que non mais c'est vrai, parce qu'apparemment Doncic il est pas très content qu'on lui enlève le GM qu'il aimait bien, qu'il l'a drafté, tout ça, on est d'accord. Bien sûr. Parce que à la limite, si tu avais genre un Doncic qu'on avait ras le cul, nanana, qui voulait que ça change le GM ceci, le GM, et que tu te dises bon, les mecs ont sacrifié en fait un GM qui est là depuis plus de 20 piges pour leur jeune prodige parce qu'ils considèrent que leur jeune prodige c'est l'avenir. Je sais pas si je partage l'avis, mais au moins je pourrais le comprendre. Alors que là, j'arrive même pas vraiment bien à comprendre ce qui se passe et où ça veut aller en fait. C'est quoi l'idée ? Ce qui ressort au moment où on parle, mon cher Alex, ce qui ressort du côté de notamment des sources des Mavs, et évidemment je veux bien les fans des Mavs là-dessus, c'est que il y a le sentiment que cette franchise et cette ville reste avant tout la franchise et la ville de Mark Cuban. C'est-à-dire que parfois, c'est bien sympa, mais c'est un des propriétaires les plus connus de la NBA et de l'histoire récente de la NBA, que c'est un mec qui a pris son décision, et que donc, dans l'évolution des Mavs ces dernières années, on avait, et ça a été relayé par The Athletic et de la part de plusieurs exécutifs au sein de la NBA, il y avait le sentiment que, à partir du moment où tu étais dans l'oreille de Haralabos Vulgaris, donc consultant nerd pour les Mavs, tu étais directement lié à Mark Cuban, plutôt que Donnie Nelson. Et donc tu as le sentiment que Mark Cuban, qui n'est pas dans sa première affaire non plus à devoir gérer, il a géré ça à la Mark Cuban, c'est-à-dire, vous me faites chier, ça va se passer comme ça, et donc cet article, c'est total bullshit. Et Donnie Nelson, en fait, j'étais pas très content du deal de Seth Curry ou du deal de Porzingis ou de 2-3 gestes qui ont été, de 2-3 déclarations qui ont été faites par Donnie Nelson. Donc ça dégage. Vous me nettoyez tout ça. On va prendre une bonne grosse firme américaine qui va devoir nous gérer bientôt le futur président des opérations basket des Mavs. Et puis merde, je ne serais même pas étonné, tu vois, que Rick Carlisle prenne la porte prochainement. Je ne serais même pas étonné. Et là, tout est possible, là, parce que moi, je te dis, je comprends rien. Vulgaris, du coup, il est encore là ou il dégage aussi ? Au moment où on parle, il est question de fin de deal avec Vulgaris pour cet été et qu'il ne sera pas discuté publiquement par Mark Cuban du fait qu'il soit maintenu ou pas, mais les rumeurs indiquent que c'est un nettoyage total et donc pas de Vulgaris, pas de Donnie Nelson. Voilà. Ce n'est pas officiel en tout cas du côté de Vulgaris, il pourrait totalement rester dans le staff des Mavs. Donc, bon, tu peux quand même souhaiter, enfin je veux dire, c'est pas le contexte rêvé pour les Mavs, pour faire une intersaison et tout. Cuban qui est en train d'appuyer sur le gros bouton rouge, on le connaît lui, c'est pas la première fois. Clair. Cuban, c'est pas la première fois qu'il est genre en mode genre, pardon, vous me faites chier. Regarde-moi bien, c'est moi qui décide. Tiens, regarde bien comment je vais décider là. Bam, 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 tu dégages, toi tu dégages. Tiens, on va prendre lui là, on va mettre un gros contrat et ainsi de suite. Tu vois, genre, il est capable. Donc, bon, je suis assez surpris, surtout pour Donnie Nelson. Parce que même s'il n'a pas que des trucs de ouf à son actif, c'est quand même pas rien dans le paysage des Mavs. Et de la NBA. C'est quand même de la NBA, enfin voilà et tout, puis c'est pas le fils de n'importe qui, quand même. Bien sûr. Donc attention. Donc non, je t'avoue que franchement, quand j'ai vu l'info, j'étais là un peu genre, what, mais qu'est-ce qu'il fait Cuban ? Et puis après, j'ai lu les trucs, j'étais alors, ok, bon, vas-y Marco. Non, bien sûr. Casse tout si tu veux, c'est ton jouet de toute façon, donc tu fais ce que tu veux. Donc tu fais ce que tu veux et ça t'appartient, bien sûr. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que tu fais là quand tu soupires, c'est que je pense c'est le geste que vont faire beaucoup de gens. Après, évidemment, on se dit là à court terme, là quand on réagit à chaud, bon ça va, il faut un autre président des opérations basket. Attention quand même.
Attention, parce que là, évidemment, le nom qu'on n'a pas trop prononcé, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Luka Doncic. Il est lui forcément frustré, et il l'a dit publiquement dans une conférence de presse avec l'équipe de Slovénie, qu'il est frustré de ne pas avoir, déjà d'avoir appris un peu tardos l'info, mais ça après c'est d'autres discussions, et surtout que le mec qui l'a ramené à la draft ne soit plus désormais à ses côtés. Luka, c'est un garçon qui va très certainement prendre la Supermax, c'est quasi sûr, la Supermax extension de cet été à 200 millions de dollars sur 5 ans. Par contre, c'est un garçon qui a tout gagné à 18 ans, qui a envie d'être compétitif tout de suite. Non, il a pas tout gagné, justement. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Dès qu'il a joué dans une compétition, par contre, il a gagné. Et pour le moment, en NBA, c'est pas trop ça. Et je sais pas s'il a envie d'attendre jusqu'à ses 20 ans, jusqu'à ses putain, lapsus, jusqu'à ses 30 ans pour devenir compétitif. Et là, quand t'es Luka et ses agents, tu te dis, est-ce que l'année prochaine, on va pas avoir un bis repetita, genre merci pour cette saison régulière et sorti au premier tour? Attention. Extension Surtout ou pas. C'est pas idéal, là. Je veux dire, recruter le nouveau président des opérations basket à une firme de conseil ricaine qui se pointe au milieu de tout ça. Est-ce que ça va bien marcher au niveau relationnel, cette affaire? C'est pas gagné. Quel genre de recrutement ils vont faire? Parce que là, ils sont censés essayer d'améliorer l'équipe pendant l'été, là. Pour, comme on l'a dit, on en a fait même tout un apéro pour mieux entourer Luka Doncic. Tout à fait. Donc non, je te dis, voilà. Ouais, soupir et attention. Attention. Voilà. Gardons les yeux sur ces histoires parce qu'il ne faut pas frustrer du côté de New Orleans un Zion et il ne faut pas frustrer du côté de Dallas un Luka. Après, quand tu es sous contrat, évidemment, c'est la franchise qui décide si elle te transfère ou pas. Donc, s'il signe une extension de 200 millions de dollars sur 5 ans, les Mavs auront de la marge pour faire du transfert. Je te pose juste une question, Alex. Je te mets on the spot et je mets tout le monde on the spot. 1er janvier 2022. Oui. Rick Carlisle, c'est le coach des Mavs. Oui. Oui. C'est encore Cuban qui décide et je pense que Carlisle et Cuban, ils ont quand même une belle relation privilégiée. À moins qu'on découvre là dans de nouveaux entrefilets dans TMZ ou dans The Athletic, ça dépend, que Doncic et Carlisle, c'est pas l'amour fou. Tu vois? Ou que, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais je pense que j'ai la sensation que ça, potentiellement, ça pourrait limite être déjà fait vu comment il est Cuban. Tu vois, s'il y avait dû y avoir Carlisle aussi dans la charrette. Tu crois pas? Un petit peu moins optimiste que toi. D'accord. J'ai l'impression que si Cuban est capable de faire ces mouvements-là, soit c'est lui, maintenant qu'il faut le faire alors. bien sûr, mais soit le prochain président des opérations basket, parce qu'on le sait aussi, Alex, hein, on le répète souvent, hein, quand il y a un nouveau patron, évidemment chaque coach est différent, donc la stature de Rick Carlisle c'est pas la même que Jean-Michel Michel qui vient d'être coach en NBA, hein, mais souvent un nouveau GM aime bien un nouvel entraîneur. À voir comment ça va se passer à Dallas. Je leur souhaite bon courage pour prendre un mec meilleur que Rick Carlisle. Exactement. Voilà. Bon courage. Je leur souhaite bonne chance. Ouais. Voilà. Comme on dit dans mon école, Aralabos vulgaris. On va devoir enchaîner bien évidemment avec une toute petite dédicace pour les copains, les jeunes, les rookies, début de débat et début de rivalité entre LaMelo Ball et Anthony Edwards. On a vu leur belle saison rookie, c'est tombé hier. Alex, LaMelo Ball, la France est rookie de l'année. On fait ça en speed, juste rapide, bien, bravo, bien joué. Ouais. Je trouve ça bien comme choix, je le valide perso. Je dis pas qu'Anthony Edwards méritait pas, mais mon choix, moi, c'était LaMelo Ball et je trouve que vraiment, ok, il y a eu une blessure qui lui a fait rater quelques matchs, effectivement, mais je trouve que vraiment, ce qu'il a apporté du côté des Hornets, le côté, genre, moi, je pense sincèrement que s'il s'était pas blessé, il serait en play-off, hein. Ah ouais, on peut. Je le pense vraiment, en fait. Bien sûr, bien sûr. Genre, au moins pour le premier tour, tu vois. Ouais. Donc, je trouve que rien que ça, c'est lourd. Et que Anthony Edwards, même si c'est vrai que dans le marasme assez désastreux des Wolves, c'est pas facile de s'exprimer, il a montré des trucs absolument incroyables, du QI basket, des qualités athlétiques de ouf et tout. C'était très serré, les votants ont choisi LaMelo Ball. Là, par contre, sur les votes, c'était pas serré, hein, putain. Non, pas sur les votes, mais je veux dire sur les... Si sur tu le jeu. regardes sur le jeu, les prestats, les lignes de stats, tout ça et tout. Ah non, sur les votes, c'est un plébiscite pour LaMelo Ball. Tu vois, pour le coup, c'est limite ça qui me surprend le plus. Exactement, moi quand j'ai vu les votes, j'étais là genre ah ouais, quand même, attends, 87% limite qui ont dit voilà, c'est pour lui. Bon, il faudra peut-être se calmer aussi. C'est ça qui m'a le plus surpris, moi. Tout à fait, la première place, elle était apparemment pour les votants très très claire pour LaMelo Ball. Par contre, très content, moi je t'avoue, mon vote était pour Anthony Edwards, mais les deux le méritent. C'est les mecs qui n'ont pas mis Michael Bridges dans les All Defensive Teams, ça va être les mêmes. C'est les mêmes, ouais, c'est ça. C'est les mecs qui ont mis enfin bref, c'est les mecs qui ont mis Jimmy Butler et pas je ne sais qui dans la All NBA Third Team. Mais ça, je sais, les fans de Miami, on va vous laisser tranquille. Non,
juste content pour les fans des Wolves parce que Anthony Edwards, à mon avis, c'est le genre de truc qu'il imprime, qu'il encadre et qu'il met dans sa salle de bain. Vous ne m'avez pas donné le rookie de l'année. Attention à la saison 2 d'Anthony Edwards. Moi, j'ai très très hâte de le voir parce que ce qu'il a montré sur sa saison rookie, c'est assez exceptionnel. Il reste plus qu'à faire des bons choix autour de lui. C'est ça. Voilà. Ça commence. Allez, Salut bon courage à... Comment il s'appelle notre pote? Gerson Rosas. Gerson Rosas, tout à fait. On va terminer bien évidemment avec le main event, celui de ce soir, parce que quand on dit et qu'on démarre cet apéro en disant qu'il y a 24 heures, on ne savait plus trop comment... Je vois que tu fais les cornes. Les cornes des Bucks, bien évidemment. C'est des bois. Tout à fait, c'est des bois. Non, mais c'est aussi le The Devil. Kevin Durant qui a joué complètement comme Satan. C'était ce mardi soir, si je ne dis pas de bêtises. Avec un match all-time, 49 points, 17 rebonds et 10 passes. On avait fait même un live avec Antoine Griezmann à 5h du matin. Une phrase incroyable à prononcer. Il a empêché Toinou de dormir, dis donc. Exactement. Et d'autres joueurs de l'EDF peut-être, mais là-dessus je ne veux pas être repris par Beansport et d'autres chaînes. Nous laissons les joueurs faire ce qu'ils veulent le soir sur leur site internet en navigation privée. Ils battent les Allemands, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Exactement. Puis la Hongrie, puis le Portugal, comme on dit chez moi. Voilà, Bucks Nets. Match à Milwaukee, Game 6, peut-être le match le plus important de l'histoire des Bucks, en tout cas récente. Les Nets qui mènent 3-2 après un match complètement dingue et légendaire de KD, et dont on parlerait encore si on n'avait pas eu les 24 heures du Mans, là, au niveau des actualités NBA. Alex, ou dont on aurait parlé encore moins si les Bucks avaient été foutus de le finir, ce match, parce que KD a été extraordinaire. KD a été extraordinaire. Légendaire. C'est son meilleur match. Je me suis retapé notre top 10 des performances individuelles de playoff. Non, arrête, je vais couper le micro. Juste comme ça pour voir. J'étais là genre, d'accord. La petite update qui va venir. D'accord. Je me suis pas encore refait, mais tu vois, pareil, en termes de scoreur, enfin bon, bref. Kevin Durant. Tu suis l'affirmation, hein, c'est le meilleur match en carrière de Kevin Durant. Contexte, performance, réussite au tir, compilation 48 minutes sur 48 minutes. Tout, en fait, tout, 48 minutes sur 48 minutes. Le mec, il a 32 ans, il est revenu d'une blessure au tendon d'Achille. Non, c'est tout match. Il fait ça à coup de jumper. Il n'y a pas que des jumpers, mais il y a beaucoup de jumpers, dont certains qui sont complètement incroyables. Il est extraordinaire, il est écœurant, il est injuste, Kevin Durant. Il est injuste. Il a montré que c'était un des 15 meilleurs joueurs de l'histoire. Hein. Ouais, il a montré qu'il était un scoreur absolument indéfendable. Il a montré qu'il pouvait faire preuve d'un sang-froid et d'une efficacité. C'est un truc rarement vu quand même. C'est-à-dire qu'il met 49 points, mais il a 16 sur 23 au tir, quoi. Il a pris que 23 tirs. Il a eu 49 points avec 23 tirs, c'est n'importe quoi. Et puis après, on s'est dit, bah tiens, il faudrait du rebond, mais vas-y. Il faudrait des passes, mais vas-y. 19. Bien sûr. Il y a 10 caviar. C'est ça, il y a 17 rebonds, il y a 10 caviar. Il y a du compte et de l'interception, il y a 48 minutes jouées sur 48 minutes possibles. Puis il demande les ballons importants, il dit à tout le monde de s'écarter et tout. Wow. Des grosses défenses sur les switches à l'extérieur avec Jrue Holiday qui a été emmené dans la sauce. Il y a Steve Nash qui fait ce hug assez magnifique. On était tous comme ça, je crois que toute la NBA était comme ça avec Kevin Durant à la fin du match parce que on avait l'impression de voir Mozart réaliser sa plus belle partition. Alex, le Game 6 de ce soir, quel mood? Comment sont les Bucks? Est-ce qu'on aura un Game 7? T'as vu, elle est pas mal. Alors, quel mood? Quel mood? Tu vas répondre à ces 3 questions, oui? Le mood, il faut pas oublier que dans le sillage de la performance de Kevin Durant, mine de rien, le groupe Nets continue moi personnellement de me surprendre sur pas mal de petits aspects. Jeff Green, on connaissait le bestiau, mais là c'est vrai qu'il a fait un match incroyable. J'ai bien aimé aussi, même si il est blessé, il peut pas jouer en fait, James Harden, mais il joue quand même. Il a fait le match. Il vient, il se bat. Alors il a vraiment mal à la cuisse. Genre, il joue en marchant, il peut pas accélérer et il a du mal à shooter parce qu'il a pas d'appui, quoi. Ça se voit, quoi. Tu vois, genre il shoot avec les bras uniquement. Et au basket, on le sait, on shoot pas qu'avec les bras. Donc voilà, donc c'est dur. En plus, il joue longtemps, il se donne en défense, il fait des bons trucs. Enfin, franchement. Le côté warrior un peu là de James Harden, j'ai trouvé ça bien moi. J'ai trouvé ça bien. Ouais, backé par les propos de KD en plus d'ailleurs. Backé par les propos de KD. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un truc collectif qui se passait chez les Nets qui s'est pas bien passé chez les Bucks sur ce match-là. Alors que les Bucks venaient de faire 2 matchs vénères, violents, comme il fallait et tout. Jrue Holiday a du mal dans cette série. Et ça fait mal aux Bucks en termes de variété offensive. Ensuite, un autre truc qu'on attend là, c'est donc effectivement, Giannis a réussi à trouver des brèches et du rythme pour faire vraiment très mal à la défense des Nets. C'est-à-dire que les Nets défendent intelligemment, sauf qu'ils n'ont pas le personnel pour défendre Giannis. Ils n'ont pas le personnel. Donc, ils prennent des sauces quand même. Même si Griffin se donne bien, Jeff Green aussi, Claxton un peu, mais ils prennent des sauces et c'est normal. Sauf que Milwaukee n'arrive pas à construire autour de ça, notamment parce que Jrue Holiday, pour moi, ne performe pas assez, clairement. Et aussi
Parce que, effectivement, KD était complètement en feu, mais peut-être ça aurait été bien de tenter des petites choses défensives dessus, varier les trucs, lui faire lâcher la balle, envoyer Yanis, je sais pas, au hasard. C'est c'est marrant parce qu'en fait, t'as un mec de 2m10 mobile, putain, tu peux quand même l'envoyer un peu au moins, quoi. En fait, ou des doubles types, je sais pas, mais bien je sûr trouve qu'ils ont été un peu, comment dire, passifs. Face à KD. C'est ce qu'on a souvent pointé du doigt vis-à-vis de Mike Budenholzer. Il y avait eu quelques ajustements sympas, mais là, il a été encore une fois exposé. On s'est dit merde, putain, comment ça se passe ? On a vu des minutes attribuées à certains. On se disait mais non, sortez du terrain, ça va juste pas être possible. Yanis sur KD, il a dit qu'il accueillait volontiers le challenge là sur le Game 6, encore heureux. On est sur un défenseur de l'année en titre, même si Rudy Gobert a récupéré là son trophée. C'est tout un débat parce que tu as le sentiment que tu aimes pouvoir compter sur Yanis en second rideau et à créer le bordel sur les pénétrations des autres, oui, etc. Mais c'est un très bon système de défense. Ça a d'ailleurs fait chier plein d'équipes, il n'y a pas de problème. Et pourquoi pas, en fait, pouvoir au moins lui donner quelques minutes. On sait aussi que KD, tu lui mets Yanis, tu lui mets Thor, tu lui mets Superman, il en a rien à foutre. Et peut-être que ça va juste lui faire une soufflette dans l'oreille. Par contre, au moins tu le fatigues un petit peu. Et surtout, on évite ce côté, je trouve, un peu dommage qui est Chris Middleton, qui est capable de défendre tout à fait, mais aux dernières nouvelles, c'est Yanis et Jrue Holiday qui sont les meilleurs défenseurs de cette équipe. Donc il y a un moment où si le mec est trop petit. Et Jrue Holiday est trop petit, voilà. Donc à la limite, PJ Tucker fait du très bon travail. Ah oui, non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, on avait discuté sur le fait avec Simon, sur le fait que PJ Tucker ne peut pas autant défendre avec les coups de sifflet à Milwaukee qu'à Brooklyn. C'est comme ça. Ça s'appelle le sport de haut niveau. Oui, et puis ça s'appelle la NBA où quand tu vas à domicile, tu peux pas faire le taf. Mais juste pour finir par rapport à KD et la défense, c'est juste le fait qu'il y a ce débat autour de doit-on mettre Yanis sur KD ou pas. Moi, je suis le premier, je pense comme toi, à vouloir voir ce challenge. Parce qu'il y a un moment, on y est, quoi. On y est, on est au bout de la montagne. C'est le Game 6, c'est parti. Et il y a un mec qui est complètement dingue. Il faut que tu prennes le challenge. Et c'est pas une histoire de vouloir faire du mano à mano viril, genre tête contre tête. C'est juste qu'à un moment donné. C'est de la tactique, là. Hein. C'est tactique, complètement. Ah, c'est juste comprendre que là, on a un mec qui est complètement dingue offensivement, qu'on a un mec en face qui est complètement dingue défensivement, et qu'il faut au moins essayer ça. Je veux dire, si ça ne marche pas, au moins tu as essayé. Mais les Bucks n'ont pas vraiment tenté ça de manière longue sur des vraies séquences, et c'est ça qui est frustrant. Et surtout, je sais plus qui j'écoutais dire ça, un Américain, je me rappelle plus qui disait ça là sur Twitter, qui disait qu'en plus, même si Yanis, c'est vrai que Kevin Durant peut shooter même par-dessus Yanis, même si Yanis déjà amène des gros centimètres de plus que PJ Tucker, et donc c'est déjà quand même tout KD que tu es, c'est déjà beaucoup plus compliqué de shooter par-dessus Yanis que par-dessus PJ Tucker. Donc déjà ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est que tu peux te servir aussi de Yanis très haut pour essayer au moins sur certaines phases de jeu que Kevin Durant, au lieu d'avoir la balle dans les mains avec encore 20 secondes sur l'horloge, il a la balle dans les mains mais il n'y a plus que 8 secondes sur l'horloge. Parce qu'en fait Yanis il a bien chassé avec ses longs bras, il a bien deny la passe quoi, et donc du coup tout est plus compliqué. En fait en gros, on arrive à un moment où, comme tu l'as dit, on est en haut de la montagne où il y a un mec qui est en feu, et là moi vraiment j'attends Mike Budenholzer et Yanis, j'attends ce duo au tournant sur le match 6, parce que le fait que Yanis, en sortie de match, il dise « Ouais, je veux prendre le challenge ». Moi, beaucoup de gens ont été là genre « Waouh, c'est super, c'est ça qu'il faut, Yanis, c'est la mentalité qu'il faut ». C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut pas se dire aussi genre « Gros, tu pouvais pas le dire au temps mort là, pendant le troisième quart ». C'est là qu'il y a... T'es Yanis Antetokounmpo. Bien sûr, mais c'est là qu'on sait aussi qui est Yanis. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il respecte aussi les décisions du coach, qu'il se cache aussi derrière, et que ça n'a pas sa place à ce niveau de la compétition-là. Je suis totalement d'accord. Pour compléter ce que tu disais, parce que ça m'a fait penser à quelque chose, les joueurs sont très différents et chaque série est différente, mais on a vu notamment ce que ça a donné lorsque certaines franchises ont affronté une équipe où il y avait un joueur ultra dominant et où tu le forces à lâcher le ballon. C'est-à-dire que j'aime bien Jeff Green, mais il va pas faire que des matchs de Paul George tous les soirs. J'adore James Harden, mais on l'a vu, il est blessé. J'aime bien Joe Harris, mais bon, Joe Harris sur cette série, c'est compliqué. Ton problème, c'est KD. Pourquoi ne pas aussi tenter de faire lâcher la balle aussi à cet toi Kevin Durant, parce que autant il est capable de prendre des catch and shoot et d'être complètement dingo, autant lorsqu'il est au poste sur PJ Tucker, no disrespect envers PJ Tucker, mais qu'il a le temps de prendre la position, c'est un fauteuil pour lui, d'allumer une clope, de prendre une canette et te dire je ne sais pas si je vais faire épaule droite, épaule gauche, bien sûr. Venez doubler, laissez peut-être, et si tu te fais sortir par le match de Landry Shamet, je suis d'accord.
Et bah c'est comme ça, et bravo aux Nets d'avoir une équipe hyper complète. Mais ne te fais pas défoncer par un mec qui joue 48 minutes et qui a juste décidé de te rouler dessus. Ça c'est insupportable. Donc t'es d'accord avec moi qu'au Game 6, si KD commence à chauffer de nouveau, parce qu'il est capable, hein, l'autre, hein, attention. Ah bah lui il est en mission là. De rechauffer comme mais ça. là, lui, ce Donc soir. qu'est-ce qu'on veut voir de côté Bucks si KD rechauffe à nouveau pareil? On veut voir du Giannis en première intention sur lui et de la prise aux deux dès qu'il touche la balle au Bien poste. sûr, vas-y, demande Dès à Jeff. qu'il touche la balle. Exactement. Demande à Jeff Green de refaire 6 sur 7 à 3 points et puis on va voir. Ouais. Et si ça se trouve, t'auras le Joe Harris game où tu seras comme un con et tu te fais sortir par Joe Harris. Et à ce moment-là, bravo. Tu sais quoi, so be it. Mais s'ils reprennent 45 points de KD et que Giannis n'est pas monté sur lui et qu'ils n'ont pas pris à deux, bah, Tu pourras pas te regarder dans la glace et dire bah pourtant on a tout tenté. Non, Bah non. t'auras pas tout tenté. non, t'as pas tout tenté, non. T'auras Ouais, laissé un je suis garçon te d'accord. mettre 90 points en 48 heures. C'est-à-dire que t'as un des, hein, si ce n'est le meilleur Meilleur scoreur de tous les temps, tout à fait. et tu vas pas prendre à deux sur lui et tu vas pas envoyer ton meilleur défenseur. Laisse-le Pardon. shooter. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais. mais Non, franchement, c'est chaud, c'est chaud. Bien sûr. Non, c'est. Il faut qu'il y ait une réaction collective des Bucks et qu'ils jouent 48 minutes intelligemment parce que un des mots qui est sorti, et ça m'a vraiment fait mal pour les Bucks parce que Dieu sait s'il y a des joueurs qui sont intrinsèquement intelligents, mais cette fin de match, c'était à un niveau de bêtise dans les sélections de shoot et dans les choix qui ont été pris. Ils pouvaient le gagner quand même en fait, c'est ça qui était. Mais ils mènent de 17 points encore dans ce match. Mais bien sûr, ils pouvaient grave le gagner quand même. Même encore dans le clutch, hein, quand c'est revenu, ils pouvaient encore largement le gagner en fait. Bien sûr, ils auraient pu le finir. Et les sélections de shoot sont tellement terribles. Airball de Jrue Holiday, fadeaway jumper de Giannis, un espèce de one leg pour essayer de montrer que t'es un gros shooter, défendu par Harden. Harden à Giannis au poste et dit ne venez pas doubler. Ouais, ne venez pas en aide. Ne venez pas doubler. Ce qui est quand même un disrespect. L'autre, il est sur total. une cuisse. Il est sur une cuisse. Il le tenait à une main comme ça et il disait c'est bon, j'ai Michel, vas-y Joe Harris, va t'occuper du rebond, je gère Giannis. Enfin, je veux dire, c'est quand même insupportable. Il faut que les Bucks montrent que c'est pas juste run and dunk et on y va et on vous rentre dans la bouche. Il faut aussi jouer intelligemment. Alex, je te pose la question, est-ce que ça termine ce soir, la saison est terminée pour les Bucks, ou est-ce qu'on a un Game 7 qui lui sera samedi soir? Je vois plus un Game 7 perso. Pareil. Je trouverais ça incroyable que les Nets le gagnent là à Milwaukee. Là. Et je dis pas que c'est pas possible, hein, loin de moi cette idée, mais juste je trouverais ça incroyable. Je pars aussi sur une victoire des Bucks. Over-under 46 minutes KD ce soir. Over. La vraie question, c'est peut nous refaire 48, Giannis, over-under 36 37, 38. ça va, non. Hein C'est ça la vraie question. Non, ça va, il a fait ses minutes. Non, j'avoue. Là-dessus, il a corrigé un peu le tir Budenholzer. Maintenant, il faut corriger le tir un peu tactiquement. Enfin, faut y aller, quoi. 42 tu minutes. veux jouer le titre, ouais. tu dis que t'es contender, mais vas-y, quoi. Ouais. 42 minutes de Giannis au dernier match, 45 de Middleton. Non, il faut vraiment... il faut que les Bucks montrent ce soir que, vas-y... Vous êtes censé être là, avec l'absence de Kyrie et Harden sur une meilleure jambe, vous êtes l'équipe la plus complète. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et on est peut-être devant quelque chose de complètement dingue, comme on vit parfois, comme on l'a vécu mardi soir, où en fait on est devant un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui est au sommet de sa confiance et de ses responsabilités, et qui prend un challenge et qui dit n'a rien à vous battre parce n'allez qu'il est en face. à Ouais, rien c'est ça. faire. Ouais, Et on a c'est déjà ça, vu ça plus exactement. d'une fois. On a vu des Ola Jones mettre David Robinson et les Spurs dans la poche. Jordan. On a vu Jordan, on a vu des Kobe, on a vu des LeBron, on a vu des Steph. On a vu des gars qui parfois nous montrent que bah ouais, mais en fait, vous pouvez mettre tous les sens tactiques. Ouais. Je m'en tape. On est peut-être à quelques heures de ça. Peut-être. Mais bon, ça se sera vérifié si je ne dis pas de bêtises. Le match, il est ce soir, ça doit être à 2h30 du matin, c'est ça. Ouais. Quelles 24 dernières heures complètement dingues, Alex, t'as envie d'ajouter quelque chose? J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour, non? Ou comment c'est? Ça va, en attendant, tout à fait, en attendant le transfert de Bradley Beal à Poitiers. Oh là là, mais c'est clair que là, en termes de breaking news, on en prend plein les yeux. On continue de prendre chez Rose, bien évidemment. Comme je dis sur les réseaux sociaux, évidemment, un grand merci à la rédac de Trash Talk qui a sué comme never et qui a envoyé du beau papier sur le site de Trash Talk. N'hésitez pas à aller les checker. Nous, on va évidemment se tenir au courant pour tous les matchs à venir ce week-end. Si vous êtes sage, il y aura peut-être, mais pas de promesse, du Game 7 de commenter, s'il y en a du Game 7. Déjà, il faut qu'il y en ait déjà. Déjà qu'il y en ait. Il y aura du Game 6 donc ce soir et vendredi soir. On vous attend dans les commentaires, on vous fait plein de bisous. Et puis voilà, j'ai envie de dire pour terminer. Ciao. Des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao.